Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Connaissance. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Mathieu de Toulzam, Hello podologue Madine. du sport et posturologue. Bienvenue à toi Mathieu. Merci pour ton invitation et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous le savez, on commence toujours avec une phrase ou une expression qui guide un petit peu mes pensées lors du podcast. Et c'est très simple aujourd'hui, c'est une phrase de Bernard Weber qui dit: «La curiosité est le plus puissant des moteurs humains». Et c'est avec une grande curiosité et beaucoup de joie que je vais aborder aujourd'hui avec Mathieu donc le sujet de la posture, des préférences motrices et de leur application dans le milieu du sport, mais aussi dans les milieux, général, des gens lambda pour leur quotidien. Mathieu, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bonjour, Mathieu Toulza. Mon métier de base, c'est podologue du sport depuis une vingtaine d'années. J'ai créé une société il y a ça 3-4 ans qui s'appelle Sport Posture Conseil, qui elle a deux vertus. L'objectif, c'est une cible thérapeutique, donc travailler avec des sportifs de tout niveau pour essayer d'améliorer ou de comprendre un peu l'origine de leur douleur. Et puis l'autre option de cette société, c'est l'option performance, où on travaille avec des sportifs de haut niveau pour les aider à performer dans leur sport, pardon. Et également, en parallèle, cette société fait des formations sur les liens dont on va aborder, dont le thème est aujourd'hui, c'est-à-dire les préférences, mais pas que, les morphologies, les réflexes, bref, tout ce qui a trait de près ou de loin au mouvement. Et puis, on fait aussi également, en partenariat avec un laboratoire qui s'appelle Volodalen, de la recherche sur tous ces liens entre la structure, le corps, ce que comme certains appellent les morphologies, et le nerveux. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la prise en charge d'un individu, c'est au croisement des deux, entre la structure et le nerveux. Voilà. Et peut-être, je sais pas si c'est important, mais je le dis des fois parce que pour que les gens comprennent, ancien sportif de haut niveau dans les sports de combat, je faisais du karaté il y a une vingtaine d'années. Voilà, je crois que j'ai fait Un bon tour, le concis. Ouais, un bon voilà, tour, ouais. Et du voilà. coup, est-ce que tu as, dans ton parcours de sportif professionnel karaté, rencontré Christophe Cario? Alors, je le connais bien, mais non, je l'ai pas rencontré. Lui, c'est du karaté, karaté artistique, Oui, très impressionnant. Moi, c'était plus du karaté plus sportif. Alors, quand je dis plus sportif, c'est-à-dire c'était des compétitions de combat. Il y avait combat kata, mais par contre, c'était véritablement un pionnier à l'époque en France, tout du moins sur tout cet aspect karaté artistique. Il y avait sinon un Canadien qui s'appelait Jean Frenette avant lui, qui avait aidé Jean Frenette, à ouais. faire, voilà, qui avait aidé à faire éclore le sujet. Mais clairement, Christophe Cario a été un visionnaire sur tout un tas de choses, et notamment par rapport à l'alimentation et la prise en charge d'un corps pour avoir un corps fonctionnel, si j'ose dire, sur la plus longue durée possible, quoi. Effectivement, hein, Christophe qui a beaucoup œuvré, avant tout le monde sur certaines choses et certains domaines. Et d'ailleurs, dans un de ses livres, il parle de morphologie et du fait que très tôt, lui, il était, attiré à regarder le corps des gens et à observer qu'il Mm. il peut constater certaines différences, mais aussi des similitudes qui permettraient presque de classer différents types de corps. Donc ça fait partie, du domaine de la posturologie aussi et de la morphologie. Est-ce que tu peux présenter rapidement ça pour ceux qui ne connaissent pas le sujet? Voilà, alors aujourd'hui, dans le terme posturologie, on regroupe, ça englobe beaucoup de choses en fait. La posturologie, ça, on va dire que on va l'inclure dans un tout qui est la biomécanique. La biomécanique, c'est l'étude du fonctionnement de la mécanique humaine, c'est-à-dire de la structure corporelle, et du versant bio, c'est-à-dire du versant vivant, c'est-à-dire le nerveux. Et donc, le mouvement, c'est avant tout le croisement entre la forme d'un corps avec un système nerveux qui ne l'a pas fondamentalement choisi. Et ce système nerveux va devoir dealer avec ce corps qu'il n'a pas fondamentalement choisi, mais qu'il a contribué à façonner tout au long de ses années de croissance et de vie, dans un environnement, dans un contexte qui des fois lui est propice, puis des fois lui est un petit peu moins. Mais s'il veut bouger, il doit malgré tout s'adapter. Pour ça, il met en place tout un tas de stratégies. Et ces stratégies sont plus ou moins efficaces, mais elles ont le mérite d'exister. Et son objectif, encore une fois, peut-être ça c'est important de garder à l'esprit, c'est que le système nerveux, ce qu'il veut, c'est durer. Pour durer, c'est survivre et donc consommer le moins d'énergie possible. Et donc pour cela, il fait émerger, il va aller vers ce qui est le plus simple et le plus facile pour lui quand il peut le faire. Des fois, le contexte ne lui permet pas. Et du coup, il fait autrement, mais il consomme plus d'énergie. OK. Et Voilà. c'est intéressant parce que, comme on en parlait, rapidement avec Mathieu avant, dans le domaine du sport, c'est des choses qui se démocratisent et dont on entend plus parler, et notamment que, il y a pas de technique universelle, qu'il faut laisser les corps s'exprimer dans le mouvement. Heu, Avant de rentrer dans le détail, est-ce que, tu peux aussi définir un cadre des limites? Parce que, par exemple, un corps va chercher évidemment l'efficience et l'économie dans un mouvement, mais ce sera pas, comme tu l'as dit, toujours la meilleure solution pour protéger le corps, notamment des douleurs et c'est pour ça que tu interviens aussi, des gens qui ont des douleurs, essayer d'identifier les postures et les problèmes. Est-ce que tu peux aborder ça?
comment est-ce que le corps peut faire des choix qui sont pertinents dans l'économie, mais pas forcément pertinents dans la technique et donc la longévité? Alors en fait, globalement, ce qui est très important d'aborder quand on essaie de comprendre le mouvement ou l'analyse du mouvement au sens large du terme, quel que soit le professionnel qui le fait, c'est la notion de contexte. C'est-à-dire avant d'essayer de lire un mouvement, j'ai d'abord besoin de comprendre quelle est la contrainte à laquelle la personne ou le sportif ou même le non sportif va être soumis. Et c'est seulement à la condition à laquelle j'ai compris cet environnement, c'est à partir du moment où j'ai compris quels sont les gestes qui vont être amenés à être répétés, que je vais pouvoir avoir du coup la compréhension de quelles vont être les contraintes potentielles. Si on prend quelqu'un, alors je vais prendre peut-être quelque chose d'un peu plus cliché, si on prend une caissière au supermarché, actuellement on parle beaucoup des troubles musculo-squelettiques, elle va faire passer des centaines, voire peut-être des milliers de fois dans la journée, toujours le même geste. Et donc, quand bien même elle ferait un geste qui lui est facile, en utilisant sa main dominante, si elle est droitière, elle va chercher peut-être le produit avec sa main droite, elle le fait passer devant le lecteur pour le poser après. Au début, c'est pas un problème, mais à force, ça va devenir un problème. Pourquoi? Tout simplement parce que quand bien même elle utiliserait sa force, c'est-à-dire sa main dominante, elle n'est pas inépuisable. Et donc, à un moment ou un autre, elle va commencer à développer des tensions parce que c'est de l'énergie qu'elle met en place, même si elle en met très peu, elle en met quand même en place pour pouvoir bouger ce bras. Et donc, il va falloir qu'elle arrive à changer. Et idéalement, ce serait qu'elle puisse utiliser peut-être pour ce geste qui n'est pas si technique que ça, c'est sa main gauche. Sauf que le placement de son poste ne fait peut-être pas que ce soit très pratique d'aller chercher avec sa main gauche le produit, le passer devant le lecteur. Donc, elle continue à faire avec la main droite. Et donc, à un moment, elle va développer potentiellement des tensions, voire des douleurs. Et du coup, on va se dire, tiens, on va lui rééduquer, on va lui mobiliser son bras, on va le faire. Enfin, je la fais courte, mais grosso modo, on va essayer de travailler sur ce bras droit pour qu'il aille mieux. Oui, mais si on ne change pas le contexte, ça va revenir en fait, parce que ce n'est que la conséquence. Donc, c'est le contexte qu'il faut aménager. Et donc, quelle serait la solution? Peut-être, alors je ne suis pas un spécialiste des troubles musculo-squelettiques en entreprise de type caissière, mais peut-être de faire des caisses, on va chercher l'élément depuis la droite, et faire des caisses, on va chercher l'élément depuis la gauche. Il suffit juste d'inverser le sens. Et donc, en fonction, peut-être une demi-journée dans un sens, une demi-journée dans un autre, c'est un tips comme un autre qui pourrait peut-être être facilité ou bien peut-être aider le plan de travail à mobiliser pour qu'elle n'ait plus à faire ce geste répétitif. Il y a tout un tas d'éléments. Et donc, ça, c'est le contexte. Et c'est le contexte qui va donc du coup contraindre la caissière à utiliser sa main de telle sorte, et c'est pas elle qui l'a choisi, ça lui est imposé. Et donc, c'est vraiment ça qui est déterminant. Et donc, du coup, après, le système nerveux, il est obligé d'aller prendre le produit. Donc, il va le faire. Mais quelque part, à partir de ce moment-là, il y a un compte à rebours qui s'enclenche. Et du coup, à chaque geste répété, il y a potentiellement des tensions qui vont apparaître. Quand bien même, ce serait une force au départ, ça peut devenir une faiblesse à la fin parce qu'elle n'a pas réussi à la reposer, quoi. Je ne sais pas si ça Très bien. répond bien à ta question. Ça répond en partie, mais ça veut donc dire que, en fait, dans ton métier de posturologue, tu dois identifier les problèmes, de contexte, l'environnement, qui va agir sur le mouvement, mais Mm. aussi, parce que ça, les adaptations que tu peux faire, finalement, c'est de l'ergonomie. C'est de Ouais. l'ergonomie au travail et cetera. Mais est-ce que, par exemple, vraiment si tu restes dans la posturologie, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à cette caissière pour que, si elle est contrainte malheureusement par son environnement à faire ce geste répété, elle évite ou au mieux elle retarde, les douleurs et les problèmes de tension? Alors le problème, alors comme tu dis, si on peut pas changer le contexte, du coup, va falloir lui octroyer peut-être des pauses un peu plus fréquentes. Va falloir voir s'il n'y a pas moyen, potentiellement, de travailler sur toute une tas de notions d'étirement statodynamique, de renforcement musculaire local. Peut-être qu'elle a quand même au départ effectivement des faiblesses sur son bras, donc c'est une cible qui va pouvoir être abordée. Mais encore une fois, tant que ce contexte ne varie pas, on va gagner du temps. Donc c'est pas plus mal non plus. Mais à un moment ou un autre, la question va quand même se poser. Et comme elle va devoir continuer à perdurer dans la répétition de sa gestuelle, forcément, à un moment ou à un autre, elle va créer des tensions. Donc, il faudra peut-être augmenter les temps de repos, il faudra peut-être varier peut-être les activités. Mais sur le plan de la motricité, du mouvement, encore une fois, c'est le contexte qui s'impose à elle. Si on ne peut pas changer le mouvement, le contexte, ça va être plus compliqué. En sport, c'est un peu différent. Mais là, j'ai pris un exemple justement de quelqu'un qui n'était pas sportif pour dire que là, c'est le contexte qui s'impose à elle. Donc, on peut gagner du temps, grappiller à droite, à gauche. Mais à un moment ou à un autre, le problème va quand même se poser, quoi. Mmh. Oui, ce qui est différent du sportif, puisque le Ouais. sportif, c'est un contexte que l'on choisit au final, hein. Alors tout dépend si c'est une contrainte externe ou une contrainte interne, mais par exemple, si on prend le 100 mètres, au 100 mètres, tu sais que tu as très peu de contraintes externes. C'est-à-dire que le gars qui court à côté de toi, il va pas te bousculer. Donc tu peux courir comme tu veux, comme la technique te le demande, comme toi tu te sens. Enfin bref, tout un tas de paramètres. Quand c'est une contrainte externe, c'est-à-dire par exemple un sport de combat, là clairement, des fois tu vas être dans une forme, dans une manière de faire qui te plaît.
Et puis une fois, tu vas pas l'être dans la manière qui te plaît. Donc l'idée, ça va être d'arriver à gérer ce temps faible pour pouvoir, dès que tu peux, retourner dans ton temps fort. Mais là, la caissière, elle peut pas faire ça. Elle est systématiquement dans un mouvement qui lui est automatisé et elle n'a pas le choix. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, du coup, elle va avoir des options. Utiliser un peu sa main gauche quand elle le peut, comme je te le disais, travailler localement sur son bras droit. OK, mais c'est juste, comme le contexte ne change pas, on gagne du temps. Mais alors que dans le sport, l'idée, c'est quand je le peux, c'est de changer le contexte et de faire en sorte qu'il me redevienne plus favorable pour que je puisse exprimer ce qui sont mes forces. Très bien. Avant qu'on détaille un petit peu plus tout ça, j'aimerais que tu nous apportes un peu de contexte et nous expliquer comment toi parce que si j'ai bien compris, tu as commencé ton parcours en tant que podologue Ouais. et comment est-ce que ça a amené à un travail, sur la posture et de t'investir sur justement la posturologie, de travailler avec Volo d'Haleine et cetera? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Alors ouais, je vais essayer de faire synthétique. Donc comme je te l'ai dit, sportif de haut niveau jusqu'au début des années 2000. J'ai toujours été passionné par le corps parce que j'avais un papa qui était très très sportif dans les années 80 et enfin il l'est toujours d'ailleurs, mais il était parmi le sport dans les années 80 en France était marginal. Il s'est mis à courir, faire des sports de combat, s'intéresser aux sports de force, muscu et tout. Et donc dès le plus jeune âge, j'ai baigné un peu avec ça et je commençais à lire mes premiers bouquins de muscu. J'avais une douzaine d'années à peu près. Et j'étais tout gauche, je l'imitais en train de faire ses coups de pied, ses coups de poing. Bref, donc du coup, le mouvement m'a passionné, et notamment les sports de combat. Ensuite, j'ai eu, donc dans ce que tu disais, à travers Christophe Cario, je me suis reconnu un petit peu aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui était fasciné par le mouvement et donc par les muscles. Et donc, je me revois lire des bouquins sur le corps enfin le corps musculaire, le fonctionnement musculaire aussi bien avant le plus jeune âge. Et donc après, de par mon statut de sportif de haut niveau, j'ai évolué petit à petit. Je voulais faire kiné. J'ai pas pu faire kiné parce que j'ai pas réussi à obtenir une place en école de kiné. La place m'a été prise par quelqu'un d'autre. Et du coup, je me suis un peu rabattu par des pipes sur Podo. Mais enfin tout le monde au départ. Et puis je me suis rendu compte que la prise en charge podologique, on a une idée en tête et qui n'est pas ce qu'est la réalité. En fait, le pied c'est le point de départ, c'est pas le point d'arrivée. Et on peut travailler sur la mécanique humaine en partant du pied. Ça, c'était ce qui était enseigné il y a 25 ans. Et du coup, je me suis formé en podo. Après, je me suis développé en podologie du sport. Mais je voyais bien que cet aspect mécanique qui était très à la mode dans les années 90-2000, c'est-à-dire on partait du principe qu'un système nerveux fonctionnait à peu près pareil pour tout le monde. Et du coup, on s'attardait beaucoup sur les longueurs osseuses, enfin sur un genou qui plie, mais on faisait beaucoup de local. Mais ça avait ses limites. Et donc, au début des années 2010-2015, ça a été l'explosion du tout neuro en France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'autre versant qui explose, c'est-à-dire qu'on met du mot neuro partout, comme si le neuro avait supplanté la mécanique. Et en fait, on fait l'autre extrême d'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'à 30 ans, c'était de la mécanique pure. Aujourd'hui, c'est du neuro pur. Et l'avenir, c'est le croisement du neuro et de la mécanique, c'est ces interactions entre les deux. Et donc, je me suis formé à différentes entités. J'essaie de faire vite. Je me suis passionné pour le mouvement. Et donc, dans les années 2010-2015, on commençait à éclore en France ce qu'on appelait du coup les préférences motrices. Et du coup, les préférences motrices ont été véhiculées par deux grandes entités, Action Tab d'un côté, Volo d'Haleine de l'autre. Moi, je me suis formé aux deux. Et puis, j'ai additionné ça au versant mécanique qui m'intéressait. Et je voyais bien que dans le versant mécanique, on avait au sein même de cette mécanique chacun des différences, qu'on appelle en musculation traditionnelle la morpho-anatomie. Et j'ai commencé à travailler sur ces interactions entre la morpho-anatomie et les préférences motrices dans la prise en charge thérapeutique du sportif, mais également dans la performance. Et j'ai commencé à structurer tout un tas de choses et à faire des liens, ce qui n'existait pas avant. Les préférences motrices existaient de leur côté, la morphoanatomie pour la musculation existait de son côté. En revanche, les liens entre les deux n'existaient pas. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à bosser. Et en échangeant beaucoup avec Cyril Jean du labo Volo d'Haleine, avec qui je m'entendais bien, et on voyait qu'on avait beaucoup de synergie. Et du coup, je lui ai montré un petit peu ce que moi j'avais pressenti comme lien. On a commencé à bosser là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur l'aspect, ce qu'on appelle les morphopréférences, c'est-à-dire tout ce qui se passe depuis l'énergie, les morphologies, ce qu'on appelle les réflexes archaïques, si tu veux, j'en parlerai après, et les préférences motrices. Les préférences motrices, ce n'est que le troisième étage de la fusée, en fait. Il y a bien d'autres choses avant qui s'imposent aux préférences motrices. Donc, aborder directement une motricité sous le prisme des préférences motrices seules, c'est regarder le dernier étage de la maison sans tenir compte des fondations du premier étage. Ça ne veut pas dire que ça va être faux, ça veut juste dire que des fois, s'il y a une variante en bas, automatiquement, ce qui est au-dessus va s'adapter en conséquence. Ce n'est pas une préférence que tu vas voir, c'est une adaptation à quelque chose qui se passe bien avant. Et donc, voilà comment j'ai développé ça. Je pense que j'ai plutôt pas trop mal résumé. Je peux t'en parler plus longtemps, mais sinon, ça va être long. Voilà comment j'ai commencé à travailler là-dessus, quoi. C'est vraiment, vraiment intéressant et tu as fait écho avec quelque chose qu'on retrouve pas mal dans ce podcast juste ici, c'est la notion d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on est souvent dans un extrême et avant de trouver le juste milieu, il y a cette espèce de yo-yo de balance qui va taper des deux côtés
trouver un juste milieu, c'est très intéressant. Et bah, du coup, par rapport à ce que tu dis, commençons par les fondations, heu et exprime-nous, quelles sont les fondations avant de parler de la tête de la fusée, de parler, justement de la base? OK. Alors, je vais prendre un exemple type, par exemple, d'un patient sportif de niveau correct, sans aller chercher l'extrême, parce que les extrêmes, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, donc comme je te l'ai expliqué, si on essaye d'avoir un patient, quelqu'un ou un sportif qui vient et qui exprime une douleur ou qui veut en savoir un peu plus sur lui, il faut partir de la base. C'est-à-dire, quel est son degré d'énergie au moment où il vient me voir? OK. En fonction de ce degré d'énergie, c'est ça qui va conditionner tout le reste. Si je prends un avion de chasse, mais qu'il n'y a pas de kérosène dedans, tout avion de chasse qu'il ait ne décolle pas. Eh ben, le système vivant, c'est la même chose. Il a un baril de jauge, une jauge d'énergie qui n'est pas inépuisable. Il a des priorités qui s'imposent à lui. La première d'entre elles, bah, c'est l'équilibre. Il doit absolument tenir debout pour pouvoir faire tout ce qu'il veut faire. Et donc, c'est une des parties sur lesquelles le système nerveux va concentrer le maximum de son énergie. Et c'est à la condition où l'équilibre est rempli qu'il va pouvoir faire autre chose, c'est-à-dire bouger, interagir avec ceux qui l'entourent. Et ce qui va impacter son équilibre, les facteurs sont multiples en fait. Tu peux avoir tout un tas de capteurs, donc la vue, l'oreille interne, les appuis au sol, la proprioception, c'est-à-dire le degré de tension longueur de tes muscles et de tes articulations, qui donnent des informations en permanence à ton cerveau pour tenir debout. Et tout ça, c'est mis en mouvement par une structure, c'est-à-dire une forme de corps, des longueurs osseuses, des longueurs musculaires, qui vont venir complètement nuancer la manière de bouger d'une même personne en fonction de ces longueurs et de la compétence qu'a ce cerveau à mobiliser telle zone à mobiliser telle partie de ce corps dans un mouvement donné. Donc ça, c'est la partie énergie plus morphologie. La longueur osseuse et la longueur musculaire vont conditionner l'aptitude à plier ou à s'étendre d'un corps quand on le regarde bouger, en fonction de son degré d'énergie. L'étape d'après, ok, je connais la morphologie, la forme du corps de mon individu, que j'ai structuré, que j'ai défini. Je dis pas c'est long, c'est court comme ça. On prend des mesures et on a une base référentielle et on compare. Et on sait si c'est long ou si c'est court. Je regarde après dans le mouvement et après, je vais chercher un petit peu plus loin. Si je vois des bugs dans des mouvements basiques non appris, je vais essayer de chercher un petit peu plus loin. Je vais aller regarder du côté du cerveau, voir s'il y a ce qu'on appelle, nous, des réflexes archaïques. C'est quoi? C'est des petits réflexes qui sont engrammés au plus profond de notre cerveau, dont l'objectif premier est d'interagir avec la vie dès que possible. Ça se met en place durant les premières semaines de la vie intra-utérine et ça va permettre au nouveau-né, quand il va sortir, déjà, de mouvements de contorsion qui vont faciliter, par exemple, la naissance. Et après la première année de vie, de subvenir à ses besoins primaires. C'est-à-dire petit à petit, il va arriver à respirer, enfin pas petit à petit, mais il va respirer, il va avoir des réflexes d'agrippement, des réflexes d'extension, il va tourner la tête à droite, à gauche. Tout ça, ça fait rire les parents, mais c'est pas anodin, ça lui permet à lui de créer de la connexion nerveuse avec certains patterns, certains schémas de mouvement, pour qu'après, il puisse apprendre des mouvements beaucoup plus complexes. Mais si ces réflexes, à un moment ou à un autre, ils doivent s'éteindre, ils ne disparaissent pas, mais ils s'éteignent pour laisser place à des apprentissages de mouvements un peu plus complexes. Si ce n'est pas le cas, ça va créer des bugs. Et je prends souvent cette analogie avec un ordinateur. Tu appuies sur une touche, tu t'attends à ce qu'une icône, une page s'affiche, et tu vois avant un voile sur ton écran, il y a comme un bug, et puis la page finit par s'afficher plus ou moins bien. C'est exactement la même chose, un réflexe archaïque. C'est tu vas essayer de faire un mouvement, tu vois la personne qui le fait, alors souvent il y a un signe de crispation sur son visage, et tu vois que c'est pas coordonné. Donc là, tu dis, OK, il y a potentiellement encore un réflexe archaïque qui est à l'œuvre, et il va falloir alors essayer de l'éteindre, ce réflexe, parce que si je ne le fais pas, tous les mouvements qui vont découler derrière, et du coup, potentiellement, ce que je vais croire être une préférence motrice, ne le sera pas. Ce sera une adaptation à ce bug. Et du coup, donc, je lève les réflexes archaïques, et après, je vais chercher l'aspect motricité. Donc, OK, maintenant que je sais que je connais la structure, je connais la morpho, potentiellement, j'ai essayé de travailler sur les capteurs via la partie posturologie pure. Et maintenant, je vais essayer de comprendre un petit peu comment bouge la personne et je vais tester ce qui doit normalement être une préférence puisque j'ai levé tous les autres biais qu'il y a avant. Et une préférence motrice, du coup, pour faire simple, c'est quoi? C'est quand j'ai besoin de bouger, j'ai avant tout besoin de créer un déséquilibre pour accepter que mon corps se mette en mouvement, mais je ne le fais pas n'importe comment. Et du coup, il y a certaines personnes qui aiment le faire. Alors, je vais prendre des extrêmes, des caricatures, mais il n'y a pas que deux pôles, parce que ça, j'entends des choses, des fois, c'est toujours assez agaçant. On caricature des termes, on dit terrien et rien. Encore une fois, tu disais tout à l'heure, c'est un continuum, c'est des extrêmes, comme la main gauche et la main droite. Bon, tu as des gens qui sont dits très terriens, c'est des gens qui ont de la compétence dans le mouvement pour se mettre plutôt avec de la flexion et en mettant le poids un petit peu plus sur l'arrière. Et tu as des gens qui aiment bouger en mettant les masses plutôt sur l'avant. C'est ce que nous, on appelle des aériens. C'est des gens qui aiment plutôt projeter les masses hautes vers l'avant et pour lesquels les jambes suivent l'appui derrière. Et il y a tout un tas de nuances dans ces profils. Mais là, je te prends deux noms simples. Encore une fois, j'insiste, il n'y a pas que des terriens, que des aériens. Au sein même de ces terriens et de ces aériens, il y a tout un tas de profils variés. Et quand tu les maries aux morphologies,
ce que tu peux peut-être, Rudy, t'a parlé en morphoanatomie, c'est sans fin. Il n'y a pas un seul profil identique. Il y a 8 milliards d'individus au monde. Il y a un seul profil par individu. Et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas ça ou ça, non. Quand on met les interactions ensemble, c'est sans fin. Il y a autant de profils qu'il y a d'individus. Et donc, voilà, en fait, comment je chemine. Et du coup, après, j'essaie de répondre aux besoins de la personne. Maintenant que je connais et que j'ai sa grille de lecture, en fonction du besoin qu'elle sait à un moment où elle vient de me voir, de performance thérapeutique, j'essaie de répondre en ciblant soit c'est un problème de réflexe, soit c'est un problème de morpho, soit c'est un problème de préférence, soit c'est un problème entitaire global, soit c'est un problème de mouvement. C'est-à-dire qu'on lui a pris un mouvement qui ne correspond pas à sa morphologie, qui ne correspond pas à ses préférences motrices, qui ne correspond pas potentiellement à tout simplement à la manière qu'elle se fait de l'exécution du mouvement. Et du coup, encore une fois, si toi tu es Federer, si tu rêves d'être bon comme Federer, mais que ta motricité ne se rapproche pas et que ta forme de corps ne se rapproche pas de celle de Federer, ça ne veut pas dire que tu vas pas y arriver. Ça veut juste dire qu'au-delà du talent, déjà t'es pas gaulé comme Federer. Donc forcément, ton mouvement il pourra pas ressembler à celui de Federer. Et pourtant, les entraîneurs s'acharnent à proposer du Federer parce que ça a été pendant X années peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire. Ça peut faire sens, mais attention de pas mettre tout le monde sur la même case. Oui, ça fait sens au niveau de la philosophie qu'on avait avant dans le sport, c'est-à-dire qu'on a une méthode rude qu'on propose à tout le monde. Certains vont y survivre, beaucoup vont y casser, et puis ceux qui survivent sont ceux qui auraient été bons quoi qu'il arrive en fait. Alors que maintenant, on essaye un peu plus d'individualiser pour aller chercher les forces de chacun et pas les amener dans leurs faiblesses, puisque bon, évidemment, travailler ses faiblesses est important, et puis les faiblesses et les forces qu'on croit avoir, comme tu l'as si bien dit, sont parfois amenées par des choses qu'on n'a pas encore réglées dans les fondations. Donc difficile de dégager une préférence motrice si on a des bugs dans la matrice, puisque comme tu l'as si bien dit, c'est pas une préférence, c'est une adaptation. Donc Exactement. d'abord, refaire le crépi, refaire le carrelage pour ensuite voir si on a vraiment des préférences motrices. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un sujet très intéressant que j'avais abordé lors de ma formation CrossFit, où il parlait du squat. Parce qu'en CrossFit, ils ont des techniques fondamentales, il y a 9 techniques fondamentales. Ils ont une technique d'exécution par mouvement et elle est elle est standardisée pour tout le monde. Alors moi, je lui pose la question, je lui dis très bien, mais bon, on est tous coachs ici, on a tous vu des corps différents, des gens qui abordent le squat différemment. Il y en a qui vont, le centre de gravité va se déplacer différemment. Il y en a qui vont avoir du mal à tenir le dos justement parce que le centre de gravité est projeté vers l'avant. Du coup, ils perdent l'équilibre, équilibre la base quand même. Il y en a qui ont des mobilités de cheville qui sont différentes, qui vont être préférés squatter avec les pieds plutôt resserrés, d'autres plutôt ouverts, etc. Et il m'a dit, oui, c'est la réalité. Mais tu es influé par tellement de choses que d'abord, on apprend à faire ce squat propre techniquement. Et au bout d'un certain temps, on observe si les corps s'adaptent à ce mouvement, s'ils arrivent à bouger correctement dedans. Et ce qu'il m'avait dit, ce qui, moi, était difficile à entendre, c'est fais squatter tout le monde par les standards. Et ensuite, ceux qui sont dans des préférences différentes, ça va se révéler progressivement. Mais si tu dis dès le début, on va faire la préférence de chacun, tu auras beaucoup plus de problématiques à maintenir une technique correcte et à mettre les gens en sécurité dans leur mouvement. Ouais, alors l'idée, je comprends ce que tu veux. C'est vrai que quand j'entends ça, je suis interpellé. Alors après, pour ceux qui nous écoutent, l'idée, c'est pas de faire des guerres de paroisse. Voilà comment je verrais les choses, moi, plutôt à la place du coach. Ce que je dirais plutôt, c'est je dirais, OK, le squat, même si les gens ne sont pas des spécialistes du CrossFit, même moi, des gens qui ne sont pas sportifs, je leur dis, montrez-moi voir comment vous fléchissez. Ils comprennent le mot, comment vous pliez, comment vous allez en bas. C'est un mouvement qu'ils font depuis tout petit, de s'accroupir. Alors, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on attend du squat, mais pas forcément. Mais au moins, je leur dis, et je pars d'eux, en fait, de leur base à eux, sans poids, à vide, éventuellement avec un manche à balai sur le dos. Montre-moi voir comment tu plies. Et déjà, on voit des choses émerger. Comme tu dis très bien, il peut y avoir une raideur de cheville, il peut y avoir des segments corporels qui diffèrent en fonction des uns des autres, mais on a déjà des choses qui émergent. Si je vois quelqu'un qui a un manche à balai sur le dos est à l'horizontale, où il y a comme des mouvements parasites, il oscille d'avant vers l'arrière quand il plie, alors que c'est un mouvement qu'il n'a pas appris, qui est censé ne pas être contraignant, puisqu'il le fait depuis tout jeune de s'accroupir. Je sais déjà que le mettre sous une barre, même à vide, avec 20 kilos sur le dos, ça ne va pas être bon. Parce que le système nerveux, lui, ce qu'il veut, c'est ne pas tomber. Tomber, pour lui, c'est mourir. Il fonctionne comme à l'époque primaire. La chute, c'est la mort. Donc, automatiquement, il va biaiser la technique pour arriver à tenir debout. Il va être prêt à sacrifier une autre zone articulaire, mais pour rester debout, pour pas tomber. Et donc, ça va créer des problèmes de dos, ça va créer des problèmes de genoux, etc. Donc, moi, je partirais plutôt de l'athlète.
Et après, effectivement, je sais qu'il y a des impondérables. Alors, le problème du CrossFit, c'est qu'après, si les gens veulent aller vers de la compète, je sais pas, mais respecter la consigne, il faut un certain degré de flexion. Or, il n'empêche qu'il y a des formes de corps qui sont pas faites pour plier cul par terre. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. J'en ai encore eu ce week-end en bilan. Là, on était en bilan toute la journée samedi avec deux crossfitters de très bon niveau. Et il y a un homme et une femme et le garçon avait un super niveau, hein. Sauf qu'il a une morphologie, nous, avec des très, très longs segments inférieurs, un buste tout court, des fémurs très longs et un quadriceps tout court et des mollets tout courts aussi. Bref, un corps dédié à l'extension top. L'émerger vers le haut, oui, mais le aller souvent vers le bas. Or, il y a un sujet. Donc, il le fait très bien, mais avec un certain coût, à la fois sur le plan musculaire, sur le plan des douleurs et sur le plan articulaire. Et il m'expliquait que pour que le scroll, lui, c'est de la compète, que pour que ce soit validé, il fallait un certain degré de flexion. Donc, on essaye de trouver des solutions en jouant sur ses préférences, en intégrant ou pas certains réflexes qui sont présents, en travaillant sur le positionnement de ses bras, en jouant sur certains leviers, mais il n'empêche que la structure, l'os, je ne peux pas le changer, en fait. Donc ça, il va falloir qu'il accepte que sur certains mouvements, il ne sera pas le roi du monde. Il devra limiter, entre guillemets, les problèmes pour pouvoir émerger, espérer gagner de la force ou du temps. Il avait des très longs bras, donc par exemple, le soulevé de terre, ça peut faire sens, ou des mouvements assimilés pour aller chercher des charges en bas. Là, il devra faire la différence et les autres, il devra dealer avec ça. Donc, c'est toujours compliqué quand plus les sports sont structurés, nomenclaturés avec une norme de notation, plus, encore une fois, le contexte s'impose à toi. Et autant les préférences, tu peux jouer dessus, les réflexes, tu peux travailler également dessus, la morphologie, tu peux pas. Donc, c'est elle qui va s'imposer dans le mouvement et c'est par elle qu'il faut commencer. Donc, regardez le mouvement de la personne d'abord avant de la mettre sous la barre pour qu'elle respecte la technique idéale. Pour moi, ça ferait plus sens. D'accord, très intéressant. Mais oui, après, comme dit, c'est la limite de tous les sports, normés où il y a des standards et on regarde le standard plus que la personne qui le réalise. Mais, Ah ouais. c'est pareil dans l'éducation, c'est pareil dans plein de choses, hein. Ah On se oui, rend oui. compte que est facilité pour pouvoir, être appliqué entre guillemets «à une masse de personnes», ne respecte pas l'individu qu'il y a dans ces masses et heu et ça pose des problèmes parfois, c'est sûr. On est dans un monde adaptable en fait. C'est-à-dire qu'au mieux, enfin, admettons, comme tu dis, l'éducation c'est très bien, c'est une éducation très step by step. Or, nous, on le voit, les motricités, préférences motrices, elles sont annexées à des préférences cognitives. C'est-à-dire que j'ai une manière préférentielle pour m'équilibrer, mais j'ai également une manière préférentielle pour capter l'information de l'extérieur sur le plan cérébral, pour la compréhension. Et à l'école, on peut pas faire malheureusement de l'individualisation dans l'enseignement scolaire. Ils sont 30 par classe, le prof est tout seul. Donc, tu as ceux qui sont parfaitement adaptés au schéma d'enseignement, c'est-à-dire qui aiment fonctionner étape par étape, step by step, ce qu'on nous on appellerait un fonctionnement plus terrien pour le coup, vraiment. Et puis tu as ceux qui, eux, parfois aimeraient déjà connaître le résultat, et une fois qu'ils connaissent le résultat, vont chercher à comprendre comment ils y sont arrivés. Mais ça, à l'école, c'est pas possible. Donc, parce que sinon, tu vas déjà avoir deux entités. Et pourtant, il y en a qui fonctionnent mieux comme ça que dans le versant step by step. Mais quand bien même, le système est comme ça, ils vont devoir s'adapter et donc faire en sorte d'apprendre en mode step by step, même si pour eux, c'est moins naturel, mais ils devront le faire. Dans le sport, c'est la même chose. C'est tu pars d'un dogme et puis tu dis, voilà, on va essayer de vous faire rentrer dans le dogme. Et puis, seuls, comme tu le disais très bien au départ, seuls les plus forts, entre guillemets, survivront et les autres seront éliminés. Si je peux faire une petite parenthèse, ça, c'est un schéma de pensée qu'on peut faire dans les pays riches, c'est-à-dire dans les pays où il y a une forte population. En Chine, aux États-Unis, tu as des millions de personnes qui font du sport. Sur 100 000, même s'il y en a qui ne correspondent pas, tu sais que tu vas trouver un ou deux ou trois athlètes qui vont émerger. Et c'est pour ça que les générations se renouvellent, en fait. En Chine, ils mettent tous les gosses selon une technique idéale. Et on sait que sur les millions de gamins qui font du sport, forcément, c'est l'opulence. Donc, tu sais qu'il y en a qui vont émerger. En France ou dans des pays où il y a moins de quantité de sportifs qui pratiquent, il faudrait peut-être au contraire raisonner complètement à l'opposé. C'est-à-dire partir des individus, on n'a pas la masse. Donc quand tu n'as pas la masse, c'est une faiblesse parce que du coup, tu sais que tu auras moins de chances de voir émerger des sportifs. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'il y a moins de monde à observer. Et du coup, il faut peut-être partir d'eux pour faire émerger justement ces gens-là, leur force à partir d'eux-mêmes. Ce qu'on ne peut pas faire dans des pays où tu as 100 millions de sportifs qui pratiquent. Et du coup, malgré tout, ce discours on part d'une technique idéale, d'où il vient? Il vient de pays qui majoritairement ont des sportifs à profusion et qui du coup, les États-Unis pour les citer, alors il n'y a pas que, hein, mais entre autres, et du coup c'est facile. L'Union soviétique, c'est pareil. À une époque, ils avaient l'opulence. La Chine, c'est pareil. Tous ces grands pays qui font la pluie et le beau temps sur les sports à l'international. Voilà, demain, si tu as un athlète africain qui se met à faire de la natation, si tu as 10 gars qui font de la natation en Afrique, tu as tout intérêt à partir d'eux et pas de la technique idéale, en fait. Parce que là, pour le coup, tu n'as pas beaucoup d'athlètes.
ils ont une morphologie particulière, il va falloir essayer de partir d'eux et surtout pas de partir de ce que font aux États-Unis, quoi, de ce qu'ils font aux États-Unis. Je sais pas si tu vois un peu l'analogie, mais moi, ça me fait beaucoup penser à Ouais, ça. Quand tu as l'opulence, tu peux te permettre de ne pas faire du détail. Tu sais que dans la masse, tu vas bien en avoir un ou deux qui va émerger. Quand c'est pas l'opulence, c'est pas ouais. pareil. Oui, c'est vrai qu'en France, c'est un cas particulier. Et pourtant, on a des vrais talents en France, hein, Ouais. que ce soit au niveau des encadrants, mais aussi des sportifs. Mais ce qui est assez drôle, c'est que même quand tu écoutes lors de grandes manifestations sportives, la manière dont les présentateurs s'adressent aux athlètes français, la manière dont on aborde le sport, cet esprit de Coubertin un peu, l'important c'est de participer, il est là, quoi. Et je veux dire, mais non, là, on a une compétition, messieurs, là, l'important, c'est plus de participer, l'important, c'est de Ouais. ramener la médaille, quoi. Et on a du mal à se voir. Je pense qu'il y a un problème, comme tu dis, là, il faudrait aussi regarder la tête de la fusée. On a du mal à se voir en tant que champion en France. Et Hmm. du coup, bah, dans toute la procédure qui va amener au champion, c'est difficile de mettre les choses en place si déjà tu ne vois pas au résultat. En France, on n'aime pas les. Enfin, sans faire de la politique de bas étage, mais j'en ai discuté avec une patiente qui faisait une thèse en sociologie. Et je lui avais posé la question, alors pas directement sur la compétition, mais en fait, tout le système éducatif, toute l'évolution même de l'histoire au niveau des rois de France, des paysans, etc. Alors là, on dérive du podcast, mais on va voir jusqu'où je veux t'emmener. En fait, c'est très ancré dans les mœurs, en fait. Et on a du mal à accepter qu'un individu puisse être meilleur qu'un autre. Mais moi, je pars du principe qu'il faut raisonner autrement. C'est-à-dire que en chacun d'entre nous, il y a ce qu'on appelle une zone de génie. Ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur par rapport aux autres, c'est qu'on est le meilleur parmi tous les domaines, ou tout du moins c'est un des domaines dans lesquels on est potentiellement en excel, qu'on aime faire et qui nous nourrit. Et c'est ça qu'il faudrait essayer de stimuler en chacun, que ce soit tant sur le plan sportif, donc faire essayer aux gamins différents sports, que sur le plan éducatif en fait. Et du coup, là, on va pouvoir faire émerger des forces. Alors ça ne veut pas dire qu'il sera le meilleur au monde. Ça veut juste dire que dans tout ce qu'il aime faire, c'est là où il ressort quelque chose. Et on a tous ça en nous. Et du coup, on verrait plus du tout ce prisme-là au niveau de l'éducation de la même manière. Alors qu'aujourd'hui, on enseigne la même chose à tout le monde. Et donc, du coup, on essaie d'avoir à peu près tout le monde dans le même moule. Et on sait très bien que certains seront bons en maths, d'autres seront bons en ci, d'autres seront bons en sport. Et quand bien même on ferait faire le même sport à deux individus, bah, il y en a un qui peut-être de base est plus doué, il aime plus ça. Bah forcément, je vais plus facilement vers ce dans quoi je suis bon en fait. Et donc l'autre va avoir plutôt tendance à rejeter ça. Et c'est ces systèmes-là qu'il faudrait essayer de faire. Et c'est vrai qu'en France, bah, on a du mal à accepter que certains puissent être bons, meilleurs que d'autres. On ne valorise pas le fait d'être bon dans un domaine, alors que pourtant on n'aime pas l'échec, mais on fait rien pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui émergent et qui soient plus forts que d'autres. Ils sont même mal vus. On les taxe d'arrogants souvent. Et ça, c'est une grande. Alors, c'est un peu moins maintenant que ça ne l'était il y a 20-30 ans. Moi, à mon époque, le trash talk n'existait pas, ou c'était très mal vu. Alors, dans les sports de combat, je parle. Et alors qu'aujourd'hui, bah, c'est indispensable pour se vendre, en fait. Et du coup, bah, en France, on a du mal, alors que c'est pourtant une évidence. Faut l'admettre. On a chacun un domaine de compétences dans lequel on est meilleur. L'idée, c'est d'essayer de trouver. Il y a des gens qui passent toute une vie à ne pas savoir dans quoi ils auraient pu être bons, ou les meilleurs d'eux-mêmes, si j'ose dire. Ils ont forcément un domaine dans lequel ils auraient été bons. Et c'est ça qu'il faudrait stimuler. C'est proposer à tous les gamins d'essayer différents domaines et voir dans quoi ils s'éclatent. Et on a plus de chances d'en faire des individus qui seront bons dans ce domaine-là. Laisser émerger les possibilités, les capacités de chacun. Mais c'est Oui, vrai qu'en France, comme tu l'as dit, enfin, on n'aime pas l'échec, mais c'est difficile de regarder la réalité aussi, quoi. Du coup, on est dans le exactement. ventre mou. Bon, bah, bref. On est Mais pour le c'est super changement, intéressant. mais on fait pas les efforts pour changer, en fait. C'est un peu le problème, des fois. C'est pareil dans les techniques sportives. Nous, on voit des trucs, des fois, passer, même à très haut niveau. C'est assez surprenant. Pour l'analogie, en MMA, on voit des fois tu parlais d'entraînement de préparation physique et tout. Nous, on voit des fois des exercices qui sont proposés en préparation physique à certaines formes de corps et à certains athlètes. C'est juste hallucinant qu'à ce niveau-là, on puisse encore fonctionner comme ça. Mais bon, c'est incroyable. Et on pourrait s'attendre à ce que ce soit mieux coaché et ce n'est pas forcément le cas. Mais après, ça évoluera avec le temps. Il y a quand même des gens qui travaillent par rapport à l'éducation. Par exemple, il y a Céline Alvarez qui a écrit de grands livres sur la pédagogie et les enfants, et sur la manière dont on apprend, et sur la manière dont on est tous différents et sensibles à différents types d'apprentissage. Mm. Et elle a fait des essais avec des classes où elle laisse émerger les comportements autonomes des enfants. Elle apporte un cadre. L'idée, c'est pas qu'il y ait un désordre. L'idée, c'est d'agir sur le contexte, l'environnement, proposer un cadre ferme, sécuritaire, dans lequel les enfants sont exposés à des choix qu'ils vont faire eux-mêmes et ils vont se guider vers leur apprentissage. Et c'est Ouais. très intéressant parce que ils ont eu des résultats assez incroyables, que ce soit Bah, des choses quantifiables comme les capacités des enfants. Donc, ils arrivaient en CP, ils savaient déjà quasiment tous lire.
mais que ce soit aussi sur des choses moins quantifiables, c'est-à-dire, le bien-être de l'enfant, la manière dont il s'exprime, la manière dont il interagit avec les autres, comment ses parents le voyaient et cetera. Donc, positif pour tout le monde et pourtant c'est pas encore mis en place. Mais ça viendra, on y travaille, des gens y travaillent au quotidien et c'est ça le plus important. Pour revenir sur, des sujets plus, corporels, pour faire le lien, on parlait de différences dans les sensibilités aux consignes. Et c'est vrai que c'est quelque chose que dans nos formations, moi, personnellement, j'ai expérimenté. On nous fait faire l'exercice, on va bander les yeux de 4 personnes en face de toi. Avec une consigne orale, tu dois amener un mouvement. Tu dis une phrase, des mots et tu vas voir 4 corps qui bougent complètement différemment parce qu'avant de parler de préférence motrice aussi, la manière dont on va recevoir l'information, se l'approprier puis la transformer via le système nerveux pour la faire devenir un mouvement, c'est complètement différent et l'oral a ses limites aussi et je prenais l'exemple du squat en essayant d'expliquer un squat à des gens qui connaissent le squat. J'avais des gens, qui se retrouvaient dans des positions plus de hinge, de flexion de hanche, des gens qui vont être plus en flexion de genou et cetera et ça expliquait aussi, les différences au niveau corporel. Tu nous as expliqué qu'on pouvait difficilement, voire pas agir sur, la structure du corps, donc les longueurs osseuses, les muscles et cetera. C'est quelque chose qui est quand même débattu. Il y a des gens qui pensent qu'on peut, travailler à certaines adaptations, qui vont travailler sur des amplitudes particulières et cetera. Les étirements, ce serait aussi, un moyen de travail d'adaptation. On prend l'exemple du squat, on est resté là-dessus. Mobilité de cheville, c'est quelque chose qui restreint beaucoup le squat, on le sait. Est-ce que tu penses que, tout le monde peut avoir une bonne mobilité de cheville? Tout le monde peut avoir une bonne ouverture de hanche? Et si on est limité par des structures osseuses, ligamenteuses ou musculaires, comment est-ce qu'on peut travailler dessus de manière optimale? Alors, plusieurs questions dans la question. Pour essayer de faire synthétique, il faut définir ce qu'on appelle une bonne amplitude cheville, une bonne amplitude de hanche. Une bonne amplitude de cheville, on va considérer qu'elle est bonne, tout est relatif encore une fois, en fonction du mouvement attendu. C'est-à-dire que grosso modo, il faudrait avoir une capacité à dorsifléchir, si j'ose dire, la cheville, de manière assez importante pour que quand tu plies, ça ne te soit pas un frein à ton squat. Eh ben, il n'empêche que si tu as une certaine morphologie de cheville, donc notamment de pied, si tu as un solaire court, tu pourras travailler autant que tu veux tes étirements. Évidemment que tu vas gagner quelques degrés d'amplitude, mais tu n'auras jamais l'amplitude de cheville que tu aurais voulu avoir. Pourquoi ? Parce que la structure osseuse s'impose à toi. Si tu as un très long fémur, c'est forcément un frein à la flexion. Pourquoi ? Parce que quand je plie, quand je fais le squat, fléchir et faire un squat, c'est aller vers le bas en flexion à partir du genou. Et un long fémur, ça suppose de mettre mes masses majoritairement sur l'arrière. À ce moment-là, il se passe deux choses. La première, c'est est-ce que ma cheville est capable de fléchir beaucoup, comme ceci, mon pied se rapproche de ma cheville, pour pouvoir avancer mon genou et du coup faire en sorte de garder mes masses au-dessus de mes appuis, puisque mon cerveau ne veut pas tomber. Pour ne pas tomber, je dois garder mes masses, c'est-à-dire ma barre au-dessus de mes appuis. Si oui, bah, tant mieux, ça veut dire que je vais être capable de descendre bas. Et à partir du moment où ce n'est plus possible, bah, la seule stratégie qui me reste si je continue à descendre, c'est que je vais descendre avec une forte contrainte sur les genoux. Il va falloir que je me penche vers l'avant. Si j'essaye de m'étirer la cheville, je vais gagner quelques degrés de cheville, effectivement, de souplesse de cheville. Mais si tu as des morphotypes, par exemple des gens qui ont des pieds plats, ce qu'on appelle nous des pieds plats structuraux, c'est-à-dire que le pied, grosso modo, il y a une voûte, mais tu as des gens dont le pied, il est comme ça. C'est-à-dire que les articulations, ces étés-là, elles sont configurées pour être dans le même axe, et tu peux essayer de creuser autant que tu veux, ça ne creusera pas en fait. Et donc ça, quelque part, ça place déjà la structure en mode rigide. Ça ne bouge pas, ça n'a pas d'amplitude de déformation. Si tu as un long fémur, si je reviens à l'exemple de ça, tu ne peux pas le raccourcir. Donc, quand tu as un long fémur, il faut espérer que tu aies soit des gros fessiers, soit des grands quadris qui soient capables de dealer avec ce degré de flexion important. Et donc, tu peux travailler des étirements de la mobilité de hanche. Ça va t'aider, ça va forcément aller dans le bon sens, mais ça ne va pas changer ta longueur de fémur et ça va encore moins changer la configuration de ton pied, ni même la longueur musculaire. Quand on a des longueurs musculaires et qu'on travaille sur les étirements et qu'on arrive à les assouplir, c'est pas qu'on a allongé le muscle sur sa longueur réelle, c'est que le muscle, il était plus ou moins rétracté en fonction de plein de degrés, hormonal, le tonus postural et tout, et qu'on a réussi à relâcher un petit peu les tissus pour qu'ils puissent accepter de regagner en amplitude. Mais aujourd'hui, les seules études qui montrent qu'on peut allonger une fibre musculaire, c'est des études qui sont faites post-mortem sur une fibre musculaire isolée seule, suspendue pendant 3 semaines, sans tonus postural, avec une charge. Et oui, on voit que le tissu commence à s'allonger. Mais le post-mortem, ça n'a aucun intérêt avec du vivant. Le vivant, il y a un tonus postural de base qui permet de réagir
Et donc, on ne peut pas allonger une fibre musculaire de la sorte, c'est-à-dire qu'elle fait 10 cm, elle fait 15. Non, c'est que si elle est un peu rétractée et que le tonus, il y a quelques sarcomères qui sont contractés, en l'étirant, on peut, en faisant des mouvements statodynamiques ou des mobilités, on peut arriver à l'allonger un petit peu. Mais on ne va pas allonger le tissu musculaire contractile, ça c'est faux. Et donc, du coup, encore une fois, je gagne des petits degrés à droite, à gauche, mais malgré tout, ça peut quand même parfois ne pas être suffisant. Donc, si on reste dans le squat, ce qu'il va falloir faire, encore faut-il que la technique ne soit pas trop normée, quelqu'un qui a besoin de faire un squat parce que sa discipline lui demande de descendre bas, d'emblée, si tu as un long fémur, c'est squat sumo. Le fait de faire un squat sumo, j'écarte les genoux, ça fait intervenir un peu plus les adducteurs, donc ça me donne un levier musculaire supplémentaire et ça diminue la contrainte du bras de levier du fémur. Premier élément. Deuxième élément, ça permet également aussi à ceux qui auraient potentiellement un bassin large de augmenter la surface d'appui au sol, donc l'ancrage. Donc, comme c'est plus stable, si c'est plus stable, je consomme moins d'énergie, rien qu'observé sous le prisme de la morpho. Là, je ne te parle même pas de préférence, en fait. C'est juste la structure. Et donc, un bassin large, c'est pareil, dans le squat, c'est un avantage. Dans les sports, en revanche, où il faut mettre du rebond, de l'élasticité, comme l'athlétisme, comme le 100 mètres, si tu regardes toutes les sprinteuses du 100 mètres, aucune, je dis bien aucune, n'a un bassin large. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte qui nécessite du rebond, de l'énergie qui émerge du bas vers le haut. Et pour avoir un élastique qui va de bas vers le haut, il ne faut pas de force qui disperse cette énergie latéralement. Or, quand tu as un bassin large et que tu en appuies sur une seule jambe, pour t'équilibrer, tu as besoin de translater un peu ton poids sur le côté. Or, c'est une perte d'énergie latérale qui ne va pas vers le haut. Donc, encore une fois, c'est une histoire de contexte. Et donc, tu as des morphologies où tu peux travailler dessus, mais à un moment ou à un autre, il faudra quand même accepter que ça a ses limites. Je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler dessus, on peut assouplir la structure tendino-musculaire, mais on ne pourra pas raccourcir un fémur, on ne pourra pas modifier la longueur d'un pied, on ne pourra pas modifier la configuration des articulations. Il y a des gens qui ont un talus. Talus, c'est l'os qui fait la jonction entre le tibia péroné et le pied, qui ressemble à une poulie, en gros, qui ont une surface circonférentielle plus ou moins courte. Là, tu peux forcer tant que tu veux. Je veux dire, si ta roue, au lieu d'être une demi-roue, tu as 2/3 de demi-roue, tu as une portion articulaire que tu as perdue. Ça ne plie pas, en fait. À un moment, ça s'arrête, que tu le veuilles ou non. Et donc, on ne peut pas faire croire ça aux gens. Enfin, tout du moins, sous ce prisme-là, ça aura ses limites. Donc, voilà, je ne sais pas si c'était large, mais c'était pour… Non, c'est super clair. Après, il y en a qui pensent et qui travaillent qui pensent que la malléabilité des enfants fait qu'on peut travailler sur ces structures-là quand ils sont jeunes. Ça donne lieu à des scènes un peu horribles. Mais encore une fois, c'est pas prouvé. Et comme tu le dis si bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler parce que avant même d'attaquer à la structure, s'il y a des tensions résiduelles dans les muscles, etc., nerveusement, on peut refaire prendre conscience aux muscles d'aller dans certaines amplitudes qui vont libérer parfois des mouvements simplement. Exactement, Mais tout à fait. ouais, de là à changer la structure de l'os ou même la proportion de tendons dans notre muscle, ça reste Impossible. plus Ouais, compliqué. ouais, oui, faut bon. Je dis pas que ce sera pas réalisable un jour, hein, mais à ce stade aujourd'hui, quand tu as le sportif entre les mains et qu'il faut lui proposer une solution, concrètement, ouais, t'as un fémur long. Nous, on les mesure, hein, c'est-à-dire qu'on mesure tout quand on fait les morphos. On dit pas c'est long, c'est court comme ça, juste en regardant. C'est-à-dire, on mesure. On mesure la longueur du fémur, on mesure la longueur de jambe, la longueur de pied. Bref, on fait une quarantaine de mesures quand on est vraiment dans le détail, sur le bras, sur le haut, sur le rachis, les amplitudes articulaires, qui nous donnent véritablement une vraie cartographie de la structure corporelle. Et on sait déjà ce dont on dispose comme amplitude et comme longueur segmentaire. On sait du coup comment ça bouge dans les différents plans de l'espace. Et donc, à partir de là, concrètement, on sait pertinemment que pour peu qu'en plus on ait parfois des accès à des examens médicaux complémentaires, donc je pense notamment à un pangonogramme ou à des examens ES qui te donnent une bonne cartographie de la surface articulaire, mais tu sais d'emblée que tu perds ton temps à essayer de travailler de la dorsiflexion de cheville quand ton talus, comme je te disais, est limité et que tu as un pied plat structurel. Perds ton temps, travaille ailleurs, c'est pas là que ça se fera la différence. Il faut essayer peut-être de travailler au niveau du genou, au niveau du quadri, au niveau de la hanche, mais le pied, oublie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout travailler, ça veut juste dire que ce n'est pas là que la marge elle sera légère. Et tu vas beaucoup d'énergie dépenser pour peu de récup. Il faut regarder ailleurs. Si on sort du cadre sportif, du cadre sportif de haut niveau, parce que tout le monde devrait être sportif, le mouvement, ça reste la vie. Donc tout le monde devrait l'être au final, tout le monde devrait être capable de réaliser certains mouvements. On sort du cadre du sportif de haut niveau qui va vraiment mettre des choses en place pour une technique ou un contexte particulier, pour revenir sur le cadre des gens qui veulent pratiquer pour la santé. On a l'exemple de quelqu'un qui a un pied plat, qui n'a pas de dorsiflexion, qui a des difficultés à se placer et à tenir son équilibre dans le squat.
est-ce que c'est pertinent, du coup, de le faire travailler d'autres choses et de laisser le squat de côté parce que peut-être qu'il en a pas besoin pour sa santé et que structurellement, c'est difficile pour lui? Ou est-ce qu'on trouve des adaptations pour continuer à faire un squat et qui développe malgré tout des capacités et être à l'aise dans ce mouvement? Quel est le plus pertinent? Bah moi, je pense qu'effectivement, au départ, faut partir de lui, du coup, lui demander pourquoi tu fais du squat. Est-ce que tu fais du squat juste pour, comme tu dis, un exercice d'entretien physique, mais sans objectif de performance, même performance à son niveau, à lui. Et ça va déjà conditionner le reste. C'est-à-dire que si jamais le gars il fait du squat juste pour s'entretenir physiquement, mais qu'à chaque fois il le fait, il a beaucoup de douleurs, bah, il y a deux prismes. Soit il faut regarder si c'est des douleurs juste ponctuelles et qui pourront disparaître parce qu'elles sont liées à une mauvaise exécution. Bah, il essaie d'aller trop bas et il n'y arrive pas. Bah, moi, je vais pas lui interdire d'office de faire du squat. S'il aime ça, je vais plutôt lui dire, OK, on va regarder, montre-moi quel est ton degré de confort dans la flexion. Plie et arrête-toi au moment où tu as l'impression que ça devient trop contraignant. Les personnes, même si elles ne sont pas spécialistes du mouvement, elles le sentent en fait. Il n'y a personne d'autre qu'elles qui se connaissent mieux qu'elles-mêmes. Elles le sentent, sauf que comme il y a l'environnement extérieur qui les influence, elles veulent ressembler au groupe, elles veulent respecter la consigne du coach ou veulent être ce qu'elles ne sont pas. Elles vont aller au-delà de leurs limites. Et du coup, elles vont insister. Mais il n'empêche que si moi je leur dis plie jusqu'au moment où tu te sens bien, où tu sens que c'est la frontière, elles s'arrêtent et je regarde à quoi ça ressemble. Et ben des fois, ce sera un demi-squat. Et ben on s'en fout. Si c'est un demi-squat, mais que tu aimes bien faire cet exercice, mais que tu peux faire un demi-squat et que tu n'as pas de douleur quand tu fais ça et que c'est propre à l'observable, fais du demi-squat. Si par contre, tu vois que dès que tu passes le tiers de squat, t'es pas bien, bon, bah, soit tu continues et tu restes sur du tiers de squat, soit peut-être tu fais un autre exercice. Fais une fente avec moins de charge, fais une fente, fente avant, fente arrière, travaille de la presse. Si l'objectif, c'est un renforcement, améliorer tes masses musculaires globales, il y a plein d'autres exercices que le squat que tu peux faire et dont la balance bénéfice-risque sera en ton avantage. Par contre, si tu insistes dans le squat parce que tu veux absolument faire du squat, mais que tu vois que ce mouvement, quelque part, ton corps, il le rejette. Quand je dis squat, c'est squat total. Bah écoute, tu peux le faire. Mais tu vois bien que ton corps, il te dit non, tu manges quelque chose, tu es malade à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais? Bah t'arrêtes de le manger, en fait. C'est du bon sens. Tu vois? Et ben là, le squat, c'est pareil. À chaque fois que tu le fais, il te faut une semaine pour t'en remettre parce que tu as des douleurs inadaptées, inhabituelles, pas des douleurs de contracture musculaire ou courbature musculaire, mais des douleurs vraiment articulaires. C'est qu'il y a un problème. Donc, si tu as du bon sens, arrête. Et je te dis, c'est comme le caviar. Quand même tout le groupe adore le caviar. Si toi, tu es malade à chaque fois que tu manges du caviar, tu vas arrêter le caviar. Même si c'est un mets de luxe, ouais, mais toi, tu l'aimes pas. Donc, bah, c'est pareil pour le reste. Ton système nerveux, il te dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Prends le temps de l'écouter. C'est l'émotion, en fait. Ressens une émotion. Tu aimes, vas-y. Tu n'aimes pas, arrête. Dans tout ce que tu fais, ça peut être un bon guide quand on ne sait pas. J'aime, je fais. J'aime pas, j'arrête. OK, super intéressant. Donc tu rejoins un petit peu où Rudy te rejoint sur le fait qu'il n'y ait pas d'exercice indispensable, si c'est la pratique de la bonne santé et qu'on peut Exactement. très bien, ouais, arriver à une bonne santé si on fait pas de squat. Si par exemple le squat, on n'aime pas ou ça reste difficile par rapport, à ce que l'on est. Très bien. Exactement, c'est ça qu'il faut partir. C'est là-dessus qu'il faut partir. Pour la performance, c'est autre chose. Parce que là, la performance, on n'est plus dans une optique santé. On est dans une optique performance. Et quand on a un sportif de haut niveau, optique performance, c'est pas la santé qui prédomine, c'est la perf. Et il est prêt, après, c'est le sportif qui décide, à sacrifier certaines choses pour atteindre sa perf. Après, voilà, c'est lui qui décide. Mais pour le tout venant, pour monsieur et madame tout le monde qui veut faire du sport santé, eh ben, il faut raisonner comme ça. Ça sert à rien de prendre des risques alors que ça n'a aucun avantage, quoi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, j'ai le sentiment que les gens ont du mal à le comprendre. Effectivement, entre la performance et la santé, je pense qu'il y a vraiment un lien. Je pense que, Ouais, de par la santé, on peut atteindre la performance, mais aussi dans la recherche de performance, on va devoir adapter notre santé. Donc, c'est très intéressant. Mais avec les réseaux, on a du mal à se représenter ce que c'est être une personne normale, si tant est qu'il y a une normalité en bonne santé, et ce que c'est un sportif de haut niveau. Et il y a beaucoup de gens qui s'entraînent maintenant comme des sportifs de haut niveau ou qui ont ouais. l'impression de le faire, qui Mmh. sacrifient des choses alors qu'il y a pas de compétition, il y a pas de c'est eux qui se mettent cette pression-là, en fait. Exactement. Mais ils réalisent pas ce que c'est d'être un sportif de haut niveau et surtout, ce que les sportifs acceptent de mettre de côté et notamment parfois le bon sens et la santé pour atteindre les performances. Et si on part du: «Je veux être en bonne santé, je veux être bon dans ce que je fais, bien dans mon corps», peut-être que ce niveau-là, c'est pas celui qu'on recherche au final. C'est la société de compétition aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être le meilleur dans ce qu'il fait. Nous, on le voit beaucoup, des gens qui sont cadres dynamiques et qui se mettent autant d'objectifs dans le sport qu'ils ne s'en mettent dans la profession, en fait. Et donc, du coup, ils dorment très mal parce qu'ils ont beaucoup de stress partout. Ils font du sport parce qu'on leur dit que le sport, c'est bon pour la santé. Ils disent, bah, je vais me mettre double ou triple dose puisque c'est bon pour la santé. Ça sera 3 fois meilleur puisque j'en ferai 3 fois plus. Oui, mais attention.
Et comme tu dis, ils vont regarder sur les réseaux, ils ne voient pas les coulisses. Et sur les réseaux, tu as ce qu'on veut bien te montrer et pas forcément ce qu'ils font réellement. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant, tu ne sais pas ce qui se passe après. Donc tout ça, il faut le garder effectivement. Vraiment, il faut avoir beaucoup de recul et ne surtout pas y chercher à essayer d'imiter. Ça ne viendrait pas à l'idée de vouloir conduire comme Lewis Hamilton à 350 à l'heure dans les rues de Paris parce que Lewis Hamilton le fait, tu vois. Bon, encore faut-il avoir la voiture pour ça, mais quand même tu Oui. l'aurais, pas une fois passé la seconde, tu es dans le mur. Et ben, c'est exactement Ouais. la même chose en fait. Tu vois, c'est pareil. C'est du bon sens. Il faut juste avoir chacun son métier. Par contre, tu prends un sportif de niveau, il n'est pas trader dans sa vie, il n'est pas trader. Et lui, s'il se prend pour un trader professionnel, bah, il va lui arriver la même chose. Ça va lui arriver des bricoles et il va faire des erreurs. Bah, le tout venant doit raisonner, enfin le sportif normal ou on va dire amateur doit raisonner comme en partant de lui. Et il peut s'inspirer de ce que font les autres en regardant, tiens, ok, je vais essayer. Mais si tu vois que ça marche pas pour toi, arrête. OK, ouais. Du Puis bon sens. c'est vraiment pertinent, les images que tu utilises avec, par exemple, rapporter le sport à la nutrition, dire, si tout le monde mange quelque chose qui toi te rend malade, tu vas pas continuer, quoi. Bah, Ou non, si tout le monde c'est, tu se vois, mais exactement. Ouais. Mais c'est bien plus parlant parce que c'est vrai que le système digestif, bah, on y est forcément sensible, plus ou moins, alors que les réponses de notre corps à certains mouvements, on les écoute pas forcément. Ouais. Bah, c'est-à-dire que Mais, les gens, en fait, dans leur tête, je pense que d'avoir des douleurs, ils se disent que c'est potentiellement normal, c'est la conséquence du sport. Être malade à chaque fois que tu manges, là, tout le monde sait que c'est pas normal. Donc, du coup, ils acceptent moins. En fait, toujours pareil, c'est quel degré de douleur les gens sont prêts à accepter dans l'activité qu'ils ont mis en place. Ça, chaque chose te prend de l'énergie ou te crée de la douleur morale ou physique. Jusqu'où tu es prêt à aller? Pour le sport, ils sont prêts à aller plus loin que pour un plat de pâtes ou un plat de caviar. Et donc forcément, des fois, ils arrêtent et ils vont s'arrêter de manger. Alors que dans le sport, ils voient bien que ça ne leur réussit pas. Mais comme tout le monde le fait et que c'est bien de le faire pour appartenir au groupe et pour avoir l'impression d'être comme les autres, eh ben, ils insistent en fait. Mais pourtant, il faut rester sous ce prisme-là. ouais. Pour revenir un petit peu, à quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé, des préférences motrices. Tu prenais tout à l'heure, l'exemple, bon, le continuum, mais aux extrêmes, le terrien et l'aérien. C'est quelque chose aussi qu'on a abordé dans des précédents podcasts, et j'avais pris l'exemple, moi j'ai pratiqué le rugby quand j'étais plus jeune et je disais: «Il y a des gens, ils sont piliers de rugby, si tu les mets ailiers, ils vont pas s'épanouir dans leur sport et si tu mets un ailier en pilier, il va probablement être blessé très régulièrement dans son sport». Il y a quand même si on ne peut pas catégoriser et que chaque individu va avoir son profil, des grandes préférences, des gens qui sont plutôt ancrés dans le sol, qui vont être, comme tu l'as dit, capables de flexion puissante, d'opposition assez forte. Et puis il y a des gens portés vers l'avant, où le poids du corps, bah, on le dit, plus dans l'avant, dans le tiers avant-pied, qui vont être plus portés sur, quelque chose qui se développe vers le haut assez rapidement. Est-ce que tu peux aborder ça, rapidement pour les auditrices et les auditeurs? Oui, alors en fait, quand on discute d'une préférence motrice, c'est une manière préférentielle d'amorcer le mouvement. C'est comment j'aime placer et aligner, superposer les différentes parties de mon corps les unes au-dessus des autres pour pouvoir dégager un maximum d'efficience au moment où j'enclenche le mouvement. Et donc, si on reprend nos continuums, il y en a qui sont très fléchis, qui ont besoin d'une triple flexion du membre inférieur, donc cheville, genou, hanche. Mais quand je dis beaucoup de flexion, c'est beaucoup de flexion par rapport à eux-mêmes, nuancés par les leviers morpho, etc., etc. Et d'autres qui ont besoin de plus d'extension, c'est-à-dire que pour bouger, ils vont partir d'une position qui sera très légèrement fléchie, mais qui vont mettre plus d'élasticité de rebond et amorcer une énergie qui sera plutôt, elle, dispensée vers le haut, alors que le trait terrien va dispenser une énergie qui sera plutôt orientée vers l'avant. Et donc, entre ces deux pôles, tu as plein de nuances différentes parce que les mouvements est amorcé, on va dire, d'une manière un peu différente selon les individus à partir de certaines zones anatomiques. Et donc, c'est ce qui fait que dans la manière d'amorcer le mouvement à consigne égale, ce que tu disais tout à l'heure, chacun va le faire en fonction de ce qu'il peut faire et la représentation qui se fait du degré de flexion. Donc, une motricité de type aérienne, c'est quelqu'un qui aime placer ses masses dans l'espace devant lui, donc ses masses hautes, plutôt la tête et les épaules, et qui met sous tension sa chaîne postérieure, une chaîne qui est très aponévrotique, très élastique. Et du coup, quand je mets un élastique sous tension et que je l'étire, qu'est-ce qui se passe? Il se recontracte, si j'ose dire, et donc il fait émerger une force et un élastique vers le haut. À l'inverse, quelqu'un qui est plutôt très terrien, il met plutôt ses masses vers l'arrière. On le disait au moment du squat, mettre ses masses vers l'arrière, c'est plier, c'est fléchir. Et fléchir, du coup, c'est s'ancrer plus sur ses talons
et mettre ses gros orteils en appui au sol, mais s'ancrer sur ses talons. Et donc, quand je suis comme ça, comme je suis en flexion, bah, mes masses, je vais surtout avoir tendance à pousser. Quand je plie, je m'ancre et donc j'ai plus de force pour pousser. Et ceux-là bah, vont mettre en action une chaîne plutôt antérieure, avec notamment les grands droits de l'abdomen, qui sont les muscles forts, qui vont permettre de gainer le bassin, et ça va pousser fort vers l'avant. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas fléchir et me compacter et pencher vers l'avant, mais j'ai d'abord amorcé un degré de flexion pour mettre mes masses en bas, pour me refermer autour de mon centre, et je pousse et j'amène mon centre. Alors que d'autres, qui sont aériens, eux, sont beaucoup plus étirés au départ pour pouvoir jouer sur le degré élastique de la chaîne musculaire postérieure. Et donc après, tu as plein de nuances dans ça. Tu as des côtés, il y en a qui sont très extensifs à droite, d'autres très extensifs à gauche, d'autres très flexibles à droite, d'autres très flexibles à gauche. Et après, on peut aller de plus en plus de détails. Tu peux avoir une épaule, tu peux avoir la hanche, tu peux avoir, bref, tout un tas d'éléments. Et c'est valable également pour le membre supérieur. C'est ce qui se passe en bas. C'est ce que nous, on appelle des motricités de survie. Comment mon système nerveux aime utiliser le corps qu'il a à disposition pour résister à la gravité et pouvoir bouger. Et au-dessus, les mains, c'est ce que nous, on appelle les motricités d'action. OK, mon cerveau a rempli sa fonction première qui est de s'équilibrer. Maintenant, il est disponible pour utiliser ses membres supérieurs et agir sur le monde. Mais j'ai également des préférences motrices. Et je ne parle pas que du côté main gauche ou main droite en fonction de ma latéralité dominante pour la motricité fine. Je parle également d'un degré de tension ou de flexion de mon membre gauche, degré de tension ou de flexion de mon membre droite, placement de ma tête, tout un tas d'éléments. Et c'est ça qui fait que les profils ne sont pas que terriens ou aériens et que c'est bien plus fin que ça et qu'il faut arrêter. Je suis désolé, j'insiste, mais on ne peut plus croire des gens qui font croire aux gens que les préférences motrices se résument à terrien ou aérien. Ce sont des grands thèmes pour rentrer dedans. Encore une fois, pour faire émerger les choses. Mais comme tu le vois à travers ce que je viens de te décrire, on peut aller bien plus loin et c'est infini. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc voilà, grosso modo, ce que c'est qu'une préférence motrice. Maintenant, même si j'ai une préférence pour m'équilibrer vers l'avant, j'ai aussi une option bis, une option de secours, une option qui permet de reposer ma force, parce que comme je te disais au départ, ma force n'est pas inépuisable. Elle mettra peut-être plus de temps à se fatiguer, mais elle va se fatiguer quand même parce que j'ai une jauge d'énergie qui doit se recharger. Et donc, du coup, bah, des fois, je peux aller dans mon opposé parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui répond mieux. Si je reprends l'exemple de la main droite, tu utilises beaucoup ta main droite tous les jours parce que tu es droitier, à un moment, elle est fatiguée. Tu ne te poses pas la question, mais pour des mouvements classiques du quotidien, ton cerveau va se mettre à utiliser ta main gauche. Pour prendre ton smartphone, tu vas prendre la main gauche. Parce que si tu as porté un pack d'eau pendant 3/4 d'heure qui faisait 25 kilos du bras droit, bah, inconsciemment, ton cerveau, il sait, parce qu'il a en permanence des informations qui lui proviennent de ta main droite, qui lui disent repos, fatigué, tension, douleur, peu importe, il va aller chercher la main gauche. Donc, il utilise ce qui n'est pas sa force au départ, mais là, au moment où il y est confronté, ça devient sa force. Parce que ce qui est sa force habituellement, sa main droite, elle est épuisée. Donc, il faut qu'elle se repose. Et tu peux continuer du coup à interagir sur ton environnement, en l'occurrence prendre ton smartphone avec ta main gauche. Là, c'est une solution de secours et ça fait sens. Mais tu sais que dans le temps, si tu fais plus que ta main gauche, bah là, pour le coup, tu vas t'épuiser beaucoup plus vite que ta main droite. Mais comme ce que tu veux, c'est continuer à bouger, eh ben, c'est mieux que de ne rien faire du tout. Tu vas chercher ta main gauche. C'est une option secondaire et tu as encore plein d'autres options comme ça. Ouais, donc un espèce d'entonnoir inverse, quoi. On rentre par la petite porte et puis après ça s'ouvre Exactement. Exactement. et puis avoir même des asymétries à l'échelle individuelle entre, différents, côtés du corps et cetera, c'est dans l'application pour les sports, c'est très intéressant parce qu'il y a effectivement des sports qui vont demander, selon les parties du corps et le mouvement, différentes choses, heu, mais pour le quotidien, je ne sais pas s'il y a nécessité de rentrer, dans ce genre, de considération quand on réfléchit justement pour la caissière ou pour quelque chose comme ça. Maintenant, il y a une question, moi, que je me pose par rapport à ce que tu disais dans le placement des corps par rapport au terrien et au aérien. Hem, Si on prend l'exemple de l'haltérophilie, parce que l'haltérophilie, il y a quand même bon, il y a plein de mouvements différents dans l'haltérophilie, des manières de réaliser différentes, mais de base, le standard haltérophile, c'est poids porté vers l'avant, les genoux qui dépassent de la barre, le poids plus dans, le tiers avant du pied, hem mais il y a quand même une triple extension qui est, une triple flexion déjà de base qui est quand même Mmh. assez profonde. Un Ouais. dos bien droit qui favorise pas forcément l'élasticité, des aponevroses au niveau du dos. Heu, Comment est-ce que tu définirais ce mouvement? Est-ce que c'est un mouvement qui va parce que si on retire la charge d'un haltérophile, il s'envole clairement. Ouais. Donc c'est un bond vers le haut. Mais d'un côté, il y a quand même cette flexion profonde et tous les premiers tirages sont quand même centrés au niveau du déplacement du centre du corps. Donc dans ce mouvement-là, j'ai des difficultés à définir si ce serait plutôt aérien ou terrien.
Alors, pour que ça reste simple pour les gens, plus il y a un degré de flexion important, plus tu dois aller bas, plus c'est plutôt très terrien. Donc, plus tu dois amorcer bas, quand tu vas chercher le versant très, très fléchi en bas, c'est plutôt très terrien. Quand tu vas vers le haut, c'est plutôt très aérien. Maintenant, quand il y a un poids au bout des bras, ce qui est le cas de l'haltéro, comme tu disais, quand il n'y a pas de barre, ils explosent vers le haut, effectivement. Mais quand ils sont avec la charge, c'est plutôt de la force. C'est plutôt de la force. Donc, c'est plutôt un versant plus terrien. Je dirais que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans tous les haltéros au plus haut niveau mondial, et ça, faudrait les tester pour ça, mais qu'il n'y a pas de gens qui sont aériens, mais forcément, de par les mouvements qui nécessitent d'aller souvent vers le bas, c'est plutôt, même si tu es aérien, il va falloir être arriver à développer ta compétence de terrien. Tu l'as aussi en toi. C'est juste que c'est un peu moins bien câblé, mais il va falloir être adaptable. Ce qu'on disait au départ, tu n'as pas le choix. Tout comme si tu ne fais que de la corde à sauter, je prends l'autre extrême, si tu es très terrien, il va falloir quand même développer ta capacité de rebond. En revanche, ce qui peut être intéressant de comprendre, c'est que tout le monde peut aller chercher une charge en bas, seulement c'est la manière que tu vas le faire. C'est-à-dire que peut-être que l'aérien, au moment où il va essayer de soulever la charge, il va mettre un certain à-coup, un certain placement, un petit appel pour mettre sous tension. Là, encore une fois, il faut s'imaginer le mouvement dans sa tête, mais pour essayer de mettre sous tension un petit peu sa chaîne aponévrotique pour ensuite amorcer le mouvement. On est d'accord qu'avec 200 kilos, il ne va pas rebondir comme un élastique. Cela étant, il met sous tension sa chaîne poste et une fois qu'il a mis sous tension sa chaîne poste, il est gainé, il est stable. Et une fois qu'il est stable, là, il peut aller chercher le versant force. C'est d'abord, je m'équilibre dans mon espace avant. Tu as des aériens qui ne rebondissent pas beaucoup parce que la capacité élastique de leur tissu, elle est relativement faible. Si tu as un gros mollet et un Achille court, tu peux être très aérien quand nous, on te teste en appui bipodal et tout sur le papier, mais tu es le plus aérien de toi-même. Mais comparé à un autre aérien qui a le même profil que toi et qui a des structures très adaptées, tu ne vas pas rebondir comme lui. C'est-à-dire que des fois, les gens comparent les aériens entre eux. En fait, tu ne peux pas les comparer entre eux. C'est-à-dire que nous, on teste quelqu'un, il est plutôt aérien ou terrien par rapport à lui-même, par rapport à l'info que nous donne son système nerveux. Mais ce qui va conditionner la hauteur, c'est la richesse de ses fibres rapides, c'est sa qualité d'entraînement et sa longueur tendino-musculaire. Mais après, il peut quand même être très aérien. Donc, je peux me placer mes masses vers l'avant. Je me gaine, du coup, j'oblige ma chaîne postérieure à se gainer et à se stabiliser. Je suis stable, j'ai mes masses vers l'avant. Et là, je peux produire de la force et soulever mon poids. Tu vois ce que je veux dire? Et alors que le terrien, lui, pour le coup, même si pourtant la plupart des chaussures d'haltéro se regardent bien, elles sont versées vers l'avant. Donc, quelque part, elles trichent. Enfin, j'accentue volontairement le terme, mais elles jouent sur le degré de dorsiflexion de cheville pour gagner de l'amplitude, en fait. OK. Mais lui, le terrien, il va avoir tendance à, même si la chaussure, elle met le poids vers l'avant, peut-être à se mettre un petit peu plus sur son appui talon. Quand bien même, il y aurait parce que lui, il aime mieux, quand il est sur son appui talon, il libère ses chaînes musculaires antérieures, il se met en contre-appui et il va soulever la charge. Donc, il va placer son bassin d'abord et il va pousser. Alors que l'aérien, il va placer ses épaules d'abord et il va tirer. Tu vois ce que Donc je veux c'est dire? dans l'amorce, c'est vraiment dans Exactement. l'amorce du mouvement. C'est pas tout le déroulé du mouvement parce que le déroulé du mouvement, c'est conditionné par la technique gestuelle, en fait. Donc, effectivement, quand tu vas aller vers le haut, tu n'as pas le choix. Sauf que si tu prends, par exemple, peut-être pour le basket, pour que ça parle plus aux gens, si tu prends au basket, tout le monde appelle Michael Jordan Air Jordan. Donc, si je te demande de me dire, à ton avis, c'est quoi la motricité, selon toi, de Michael Jordan, tu vas me dire aérien. Parce que tout le monde a l'image de Michael Jordan très aérien en train de sauter. Michael Jordan, c'est un terrien. Donc, ce n'est pas le mouvement une fois qu'il est en l'air qu'on regarde. C'est comment il a généré le mouvement pour aller de bas en haut. Et donc, Michael Jordan, il amorce le mouvement en impulsant, en fléchissant, en poussant, en mettant un peu de flexion, en amorçant le mouvement vers l'avant et vers le haut. Alors que d'autres vont venir peut-être un peu plus proche du panier ou alors vont amorcer au même endroit que Michael, mais le mouvement, au lieu d'une courbe qui fait ça, chez eux, le mouvement va faire ça. Ça va aller beaucoup plus haut et ils vont retomber comme ça. Alors que Michael, il envoie comme ça. Donc, encore une fois, dans le tennis, on a le même problème. On a d'un côté Roger Federer qui est considéré comme étant très aérien. Et puis, je ne sais pas si ça te parle, on a Stanislas Wawrinka qui est… bon, voilà. Selon toi, lequel des deux te paraît le plus aérien quand tu le regardes bouger? Plutôt Federer, plutôt Wawrinka? Qu'est-ce que tu verrais? Toi, comme ça, sans réfléchir. Non, Wawrinka. Moi, Tu dirais Federer, Wawrinka? Federer plus terrien, je dirais. D'accord. Effectivement, Federer est un peu plus terrien. Bravo. Mais quand tu regardes à l'observable, quand tu regardes à légèreté, regarde l'image qu'ont les gens en général dans l'imaginaire collectif, ils ont Federer, il est élégant, il est léger sur ses appuis, il est aérien. Wawrinka, on l'appelle le bison suisse. Parce que Wawrinka, il a des petites jambes.
un grand buste, des gros mollets, des grosses masses musculaires. Ben, pourtant, sur le papier, Wawrinka, il est plus aérien que Federer. Sauf qu'il rebondit moins haut que Federer, mais il y a plein d'autres paramètres qui expriment une motricité aérienne. Il n'y a pas que le rebond. J'ai parlé du rebond parce que c'était ce qui parlait. Il y a les appuis supinateurs au niveau du pied, il y a le positionnement des genoux. Mais là, on va rentrer dans du détail technique. Mais l'idée, c'est ça. Mais du coup, globalement, dans l'imaginaire collectif, certains, en moyenne, les gens voient plutôt Federer comme étant plus aérien que Wawrinka. Or, sur le plan des motricités, quand on regarde dans le détail, c'est plutôt l'inverse. Et donc, Michael Jordan, c'est un bon exemple. Tout le monde le voit très aérien. Il amorce comme un terrien. Donc, tu vois, comme quoi, et comme il a un corps très filiforme, les gens dans leur tête, corps filiforme, très aérien, corps bombé, très terrien. Ça, c'est une caricature. C'est vrai que ça matche bien quand c'est comme ça, mais ce n'est pas systématique, c'est absolument pas vrai. Oui, puis sachant que le corps, ces aspects-là de visuel, en fait, on peut quand même avoir un grand impact dessus. Il y a d'autres, hein, par exemple sur les morphologies, bon, c'est assez limité parce qu'on a entendu parler pendant longtemps de mésomorphe, ectomorphe, endomorphe. Bon, bref, si t'es pas méso, tu peux te tirer une balle. Soit t'es mec, soit t'es gros, en gros. Mais ça peut être amené à changer, quoi. Moi, j'ai expérimenté avec des gens et puis j'ai vu aussi, il y a des gens, ils sont très maigres, ils arrivent à trouver un juste milieu où en fait leur corps s'exprime de manière complètement différente. Ils ont des formes de corps complètement différentes. Et à l'inverse des gens qui avaient euh, un surpoids, qui reviennent vers une neutralité un peu plus esthétique, c'est sûr qu'ils auront toujours une tendance à revenir ce vers quoi ils étaient. C'est-à-dire que s'ils se laissent aller à des comportements, ça va plutôt retendre vers une tendance vers l'autre. Mais au final, ces aspects-là, on peut difficilement partir de ces aspects pour émettre un jugement définitif sur ce qu'ils sont, puisque ces aspects-là sont voués à l'évolution selon le contexte, l'environnement, et puis ce qu'on fait à l'intérieur. Et ce qui Donc mange on peut aussi, pas. parce Ouais, qu'effectivement, si tu bien bouffes de la sûr. merde, en général, tu vas plutôt ressembler à autre chose qu'un mésomorphe, quoi. Tu vois, tu seras plutôt. Mais du coup, c'est difficile, comme tu dis, de juger de préférence motrice de quelqu'un juste sur l'aspect visuel de son corps, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Voilà. Mais ça, enfin, c'est-à-dire que nous, on part du principe qu'un terrien, enfin, dans les préférences motrices, ce qui est expliqué au départ, à l'origine, encore une fois, pour l'expliquer, c'est que comme un terrien produit plus de flexion, produire plus de flexion, c'est utiliser plutôt le versant contractile du muscle. Si j'utilise le versant contractile du muscle, pardon, je vais plus chercher le versant force. Et donc, la force, c'est plutôt du volume. Donc, ça donne des formes de corps un peu plus volumineuses. Voilà le raccourci. À l'inverse, l'aérien, comme il joue sur le versant élastique, il va chercher plus de rigidité musculaire pour pouvoir étirer ses tendons et fonctionner en excentrique. Donc, il va chercher moins d'amplitude musculaire, donc moins le versant force, et utilise plutôt le versant élastique, donc il donne l'impression d'un corps plus effilé. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, ça arrive. C'est ça en fait en préférence, les gens font des raccourcis sur le terrien, c'est du volume, l'aérien, c'est du filaire. Globalement, quand c'est comme ça matche bien. Mais ça permet que ça parle aux gens. Mais après, quand tu vas chercher le détail et quand tu t'intéresses à l'individu, il faut te mettre de côté ces observations-là et te dire, OK, je sais que quand c'est comme ça permet de donner une évidence. Mais attention, moi, j'ai plein d'aériens très aériens qui sont à corps volumineux parce qu'ils ont des grosses masses musculaires longues. Et du coup, automatiquement, pour bouger le système nerveux, même si quand je le teste en statique, il me donne de l'aérien, mais quand il bouge, quand il est dans l'action, s'il y a des gros muscles, il ne va pas se priver des gros muscles. Il a des élastiques tout court et des gros muscles, mais le corps s'impose à lui, en fait. Et il va forcément aller l'utiliser, donc on va avoir plus de galbe musculaire. C'était ça que je voulais dire pour la méfiance. Mais c'est les raccourcis qui sont faits souvent dans les préférences, à juste titre des fois, mais il ne faut pas en faire une généralité. Mmh. Pour aborder maintenant, donc on a parlé un peu des applications dans le sport, dans les mouvements. Certains contextes nous obligent à faire des mouvements, comment on s'adapte, etc. Si on rentre par l'autre prisme, plutôt que de voir la posturo qui nous amène vers une optimisation, ceux qui rentrent par l'autre porte, c'est-à-dire j'ai des douleurs, j'ai mal, il y a quelque chose qui ne me convient pas, et comment à ce moment-là la posturologie peut les aider. Alors, il faut essayer de regarder déjà s'il n'y a pas de biais au niveau des capteurs. C'est-à-dire pour X ou Y raison, tous les capteurs qui sont dédiés à la posture, à l'équilibre au sens large du terme, ils peuvent être biaisés. Il peut y avoir une petite perturbation de ces capteurs. Et donc, du coup, l'information que tu vas en retirer, puisque ton cerveau s'adapte pour s'équilibrer, pour bouger dans le mouvement, pour la posture, en fonction des infos qu'il retire de l'extérieur, si ton capteur il est biaisé, automatiquement, le mouvement qui va en découler va l'être. Je prends souvent l'exemple, une autre analogie, mais d'un avion de ligne qui va se poser.
j'ai des sondes sur l'avion qui me disent, voilà, le sol, il est à 100 mètres. Donc, du coup, le pilote, il dit, bah, moi, dans 100 mètres, je touche le sol. Alors qu'en fait, ça se trouve, le sol, il est à 50 mètres. Donc, le capteur, en fait, il te donne une mauvaise information. Donc, le pilote descend et à un moment, il se rend compte que c'est pas 100, c'est 50. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, ton avion, au lieu de se poser en one shot, le pilote va redresser la manivelle, peut-être qu'il va rebondir et il va se poser en 2 fois. Donc, toi, si tu es extérieur à ça, tu dis, tiens, bah, un avion, habituellement, ça doit se poser en 2 temps. Derrière, tu vois un autre avion arriver qui, lui, a une sonde qui lui indique que le sol est à 50 mètres et le sol est bien à 50 mètres. Tu le regardes se poser et il se pose en une fois. Donc, tu as 2 avions identiques pour le coup. On va dire que la mécanique est la même. Mais il y en a un qui s'est posé en 2 temps et l'autre en 1 temps. Mais oui, mais parce que celui qui s'est posé en 2 temps, la structure, elle est mise en mouvement par le pilote, le système nerveux, qui a réalisé que l'info qu'il retirait de sa sonde était biaisée. Ah, attention, je vais me cracher, survie. Bon, bah, je fais ce que je peux et je me pose en 2 fois. Donc, tant que ce capteur-là, je ne l'ai pas réglé, bah, toutes les infos que je vais retirer du problème, en fait, ça se trouve, les douleurs que la personne est là, c'est lié au capteur. Tu vois. Donc, si les avions systématiquement ils se posent en 2 fois, bah, on peut supposer qu'à force, le train d'atterrissage, le pneu, et puis les gens à l'intérieur, ils vont pas être au top. Tu vois, ça va être un peu secoué. Donc, va falloir. Donc, on va se dire merde, c'est le pilote qui déconne, c'est machin. Non, en fait, c'est les capteurs qui sont pas bons. Donc, on va changer le pilote, on aura le même problème. Et ben là, on va continuer à travailler sur la conséquence. On va dire, bah, faut que tu revoies ton mouvement. Ouais, mais si le capteur il est biaisé, il est biaisé. Donc, faut travailler sur le capteur. Pour ça, il y a plein d'éléments. Soit ça peut être un problème lié du coup au réflexe archaïque, soit ça peut être un problème lié à la prise d'information des yeux, donc ça, les muscles oculomoteurs, soit ça peut être un problème de degré de tension. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent jouer dessus. Mais il faut d'abord explorer cet aspect-là. Une fois qu'on a exploré cet aspect-là et que si c'est pas ça, bah, il faut essayer de reproduire le mouvement et dire à la personne, montre-moi le mouvement qui te fait mal. À quel moment, admettons, à quel degré de mouvement, de mobilisation d'articulation tu as mal. OK, on va essayer, maintenant que je connais tes préférences ou autres, etc., on va balayer les extrêmes. C'est-à-dire que je sais qu'admettons, tu es plutôt ça ou ça, bah, tu vas me faire tel mouvement. Donc, je vais prendre un extrême dans le mouvement et puis je vais prendre l'autre extrême. Et je vais lui dire, dans lequel de ces 2 mouvements, au moment où je te parle, tu te sens le mieux. C'est lui qui te donne la réponse. Moi, je sais pas pour lui. J'ai une grille de lecture, mais c'est lui qui la valide. C'est lui qui ressent. Et du coup, il va te dire, bah, il se sent mieux en faisant comme ci ou il se sent mieux en faisant comme ça. OK, je reviens à du concret aujourd'hui. Je me fous que tu sois terrien. Ce que je vois ou que tu es long ou court, c'est que quand tu fais ce mouvement-là, tu vas mieux. Et quand tu fais celui-ci, ça va moins bien. Donc, pour le moment, si on veut te remettre en mouvement, parce que c'est ça l'idée, va vers ce dans quoi tu te sens le mieux. Et après, une fois que la personne, déjà, elle se remet en mouvement, elle se sent mieux, bah déjà, elle reprend confiance. Parce que ton système nerveux, ce qu'il veut, lui, c'est ne pas avoir mal. Donc, il a tendance à rigidifier la zone où il a eu mal. Donc, ça bouge plus. Ah, il est tranquille. Problème, c'est que ça continue et ça contraint les autres zones. Donc, il faut, dès que possible, essayer de lever ses freins pour remettre en mouvement la zone. Et une fois que tu reprends confiance, eh ben, on refait un point X temps, alors en fonction du problème, je sais pas, quelques semaines, quelques jours. Et on voit si tu es toujours bien en faisant ce mouvement-là. Et on essaye de retrouver de l'amplitude pour que tu sois encore une fois capable d'aller chercher ta force, mais aussi de temps en temps de la reposer. Voilà comment on part en fait un mouvement de base. On a élagué les choses les unes après les autres. On a d'abord cheminé sur les capteurs. Une fois que les capteurs vont bien, qu'on a élagué le fait qu'il pouvait y avoir des réflexes, on dit OK, maintenant montre-moi voir comment tu bouges et on essaie de voir ensemble ce qui te soulage. C'est lui qui a la réponse. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est lui. En fait, et il balaye l'amplitude en fait. Et dans la perf, on fait la même chose. Hein. Mais pour revenir au sportif normal ou personne qui viendrait tous les jours, on va balayer les amplitudes. On va voir à partir de quand elle est bien, à partir de quand elle est moins bien. Tout comme le squat tout à l'heure. Tu dis aux gens, arrête-toi quand tu sens que t'es pas bien. Et il te dit en fait. Okay. Et après, tu les fais travailler. Ouais, du coup, tu les mets dans cette zone où ils sont plus à l'aise. Alors, moi, mon rôle au départ, parce que moi, je ne suis pas kiné, c'est d'essayer d'avoir un prisme latéral. Alors, ça dépend de ce pourquoi ils viennent me voir. Quand c'est le membre inférieur, le rachis ou le membre sup, je peux en discuter avec eux. Quand ça devient beaucoup plus spécifique, j'ai pour habitude de faire un bilan. C'est un bilan en cartographie où moi, je donne ce que moi, j'ai vu. Je le donne à la personne. Éventuellement, si je connais le kiné, bah, j'en parle avec le kiné. Et je lui dis, voilà, comment elle ressent, etc., etc. Et après, lui, il va balayer. Là où je travaille, le centre où je travaille, il y a une douzaine de kinés. Du coup, on échange plutôt bien ensemble. Alors, quand c'est kiné en dehors du centre, bah, moi, je donne le bilan au patient, puis après, bah, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais quand c'est dans le centre, on discute avec les kinés. Je dis, moi, voilà ce que je vois. Je leur demande à eux, qu'est-ce que toi, tu vois et comment tu sens les choses. Et puis, bah, après, c'est avec le patient et ils testent, quoi. Ils testent. Ils vont chercher les amplitudes. Déjà, il faut les rapprocher de ce qui leur fait mal pour voir s'ils ont toujours mal. Parce que des fois, les gens croient qu'ils vont avoir mal en faisant un mouvement. Et en fait, au départ, ils avaient mal, mais après, ils n'ont plus mal. Mais ils se continuent à se raconter une histoire qu'ils ont mal.
Ça s'appelle la kinésiophobie. Ils ne veulent pas reproduire le mouvement qui leur a fait mal. Et du coup, il faut absolument essayer de temps en temps de s'en rapprocher, de retester, d'y aller gentiment pour pas leur faire peur, mais de retester. Et hop, il dit, tu vois, il reprend confiance en fait. Et donc du coup, là, d'emblée, quand le patient retourne dans la zone où il avait mal, il a plus mal, là, ça va très vite. Et d'ailleurs, des fois, il faut le brider. Parce qu'il veut tout de suite, ça y est, il se revoit, autant ça a été l'extrême dans un sens, ça redevient l'extrême dans l'autre, ce qui est normal en fait. Il est soulagé, donc ça y est, il y va. Non, il faut le surveiller. Mais c'est lui en fait qui doit aller petit à petit, mais dès que possible, il faut rebalayer l'amplitude ou aller le chercher avec lui. Mais c'est lui qui a la réponse. Pour moi, je vois pas ça autrement. Ouais, ce que Pierre dit souvent, les réponses sont déjà à l'intérieur. Mais c'est vrai que il y a par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai eu une douleur de genou qui part, qui vient. Disons que le genou est le genou droit, en l'occurrence, donc une asymétrie. Heu et ça vient de mon pied, hein, du placement de mon pied, je le sais très bien, j'ai travaillé dessus et cetera. Mais c'est une faiblesse qui peut revenir. Si j'ai un grand moment de fatigue, des moments de stress, ça va être une petite zone de faille où les douleurs vont venir en premier. C'est presque une zone d'alerte. Je sais là, le genou commence à tirer, c'est qu'il y a quelque chose. Mmh. Mais pendant longtemps, je pense que j'avais rééduqué, le maximum possible, en tout cas, de ce que je pouvais à cette époque-là, mon pied et cetera, pour bien placer mes genoux. Et parfois, je suis sûr que ma douleur, elle n'était pas réelle, puisque la douleur elle est dans le cerveau. C'était vraiment une anticipation, parce que je l'avais tellement vécu que ce mouvement me fait mal. C'était une fatalité, en fait. Et quand je le faisais, j'avais des douleurs. Et en rééduquant aussi un petit peu le fait que non, mais regarde, décharge, est-ce que ça te fait mal? Non. Si ça te fait mal, sans charge. Ça te fait pas mal sans charge. Continue, charge un peu plus, etc. Et j'ai reconstruit un mouvement sans douleur, alors qu'avant c'était très douloureux. Simplement, non pas en essayant d'améliorer mon mouvement, ma technique, mes structures, simplement en rééduquant aussi heu, entre guillemets, «mon système nerveux d'anticipation», à dire: «Quand tu vas retourner dans ce mouvement progressivement, tu verras que ça ira bien» et depuis, je n'ai plus de douleur. Donc il y a aussi, je pense, quelque chose de très, c'est pas intellectualisé, mais quelque chose qui vient vraiment d'une espèce d'anticipation, comme tu l'as dit, Bien à une sûr. kinésiophobie. Ouais. OK. C'est tout à fait ça. Tu ne veux pas, encore une fois, ça lui coûte de l'énergie, de l'émotion, c'est un degré de survie. Si ça te fait mal, tu mets la main sur la plaque chauffante, tu vas retirer la main de la plaque chauffante. Après, la plaque, elle est plus allumée, mais un gamin qui s'est brûlé, il va se rapprocher d'une plaque chauffante, il va hésiter. Tu dis, non, t'inquiète, elle est pas allumée. Il va pas la mettre tout de suite, en fait, la main, tu vois, il va y aller tout doucement. Et tu lui montres, il dit, ah oui, ok, d'accord. Donc, il saura qu'il y a des moments où la plaque, elle est chauffante, et puis des fois où elle l'est pas. Bah, c'est comme toi, il y a eu un moment où tu t'es fait mal, mais tu as repris confiance. Mais pour reprendre confiance, encore faut-il retester un petit peu dans un contexte, dans un cadre et tout. Mais si tu retestes pas, tu vas rester sur. Et ton cerveau, surtout, il a tendance à, pour que les gens le comprennent bien, c'est que le cerveau, il a tendance à entretenir une voie. C'est-à-dire qu'il a eu une info nociceptive au départ, et donc il renforce cette connexion qui lui dit attention, problème, problème, problème. C'est un système de protection comme la plaque chauffante. Plaque chauffante, ça brûle. Attention, plaque chauffante, plaque chauffante, plaque chauffante. C'est pareil pour la kinésiophobie, en fait. C'est un peu ça. En caricaturant, mais c'est un peu ça. Chat échaudé, craint l'eau froide, comme on dit. Voilà, exactement. Hem, Dernière question que j'ai envie de te poser, sur le thème, voilà, de la posturologie et cetera. Tu as abordé souvent, il y a un mot qui est revenu souvent, c'est survie et bon, archaïque, survie et comment le corps, aujourd'hui, heu, travaille et utilise ces mécanismes de survie dans un quotidien où finalement on n'est plus vraiment, confronté à ça. Si on tombe, ça ne diminue pas grandement nos chances de survie, aujourd'hui. On a plus forcément, enfin, même si on a des alertes, on n'a plus dans notre quotidien des alertes régulières de dangers auxquels on doit survivre. Est-ce que tu penses que, ces mécanismes-là vont finir par disparaître si on maintient la société dans laquelle on vit, avec, le confort et tout ce qui s'ensuit? Puisqu'on doit aujourd'hui nous-mêmes recréer des conditions de stress. On va à l'entraînement parce qu'avant, ils avaient autre chose à faire que s'entraîner, quoi. Ils s'entraînaient quand ils allaient Ouais, ils chasser, quoi. dépensaient pas de l'énergie inutilement, alors qu'ils devaient aller chasser en sachant pas combien de temps ça allait leur prendre, c'est sûr. Exactement. Donc nous, Voilà, aujourd'hui, exactement. on est un peu dans l'inverse. On a le confort, on doit aller chercher les contraintes pour conserver une santé. Est-ce que tu penses que ces systèmes de survie, sont voués à disparaître dans l'évolution, de l'être humain et du vivant? Très intéressant comme question. C'est vrai que c'est un sujet qui me fascine. Alors, pour revenir par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus à des systèmes de survie, on n'est plus au sens où oui, le lion ne va pas t'attaquer au coin de la rue, normalement. Quand je parlais de survie, c'est dédié à l'équilibre, c'est la marche, l'équilibre debout en fait. Inconsciemment,
quelqu'un qui n'a pas de problème particulier humain, il ne se rend pas compte, mais son cerveau prend des infos en permanence pour savoir où se situe le sol. Et le meilleur exemple pour ça, c'est de prendre une personne âgée ou une personne qui a une difficulté à marcher. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle marche? Déjà, elle regarde le sol, en fait. Là, elle est en mode survie. C'est-à-dire, pourtant, elle est dans la rue, comme toi, comme n'importe qui. Elle marche sur le même sol que toi. Il n'y a personne qui lui tire dessus, etc. En revanche, elle a conscience que ses appuis pour X ou Y raison sont précaires. Elle a un risque de chute. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le sol à la recherche du pas idéal pour ne pas tomber. Et c'est à la condition où ce pas, entre guillemets, idéal, ou tout du moins le plus adapté possible à sa condition du moment, est respecté, qu'elle va être capable de lever la tête, puisqu'elle se sent safe au niveau de l'appui, ou plus ou moins. Des fois, elle cède avec un troisième appui, une canne ou un mur. Elle lève la tête, elle prend l'information, ce qu'on appelle la cognition. Je prends l'information dans mon environnement pour continuer à faire ce pourquoi je me suis mis en mouvement au départ. Et donc, c'est ça la survie. C'est d'abord, je ne veux pas tomber parce que j'ai conscience que quand je tombe, mon cerveau, c'est primaire. J'ai un risque de, bien sûr que la plupart du temps, les gens ne vont pas mourir, mais alors pour le coup, le personnage, elle, si, elle peut se faire très mal, voire se tuer, parce que les réflexes, tout ça et tout. Mais globalement, elle peut se faire, mais un individu tout venant, il se tord le pied, il tombe, même s'il meurt pas, il peut se blesser. Donc, il a quand même un système qui lui dit, attention, si je te fais marcher à 5 à l'heure dans la rue et je te fais marcher à 5 à l'heure sur une poutre de 10 mètres de haut, c'est le même mouvement, c'est la même vitesse, sauf que le contexte, donc ce que perçoit ton cerveau n'est pas le même. Et donc, du coup, la survie, tu verras que tu seras bien moins disponible à des consignes complexes quand tu seras sur la poutre à 10 mètres que quand tu marches à la même vitesse sur un sol fixe. Donc ça, c'est les conditions de survie et elles sont encore précaires. Quand je dis survie, c'est ça, c'est je dois tenir debout, gérer l'équilibre. Et donc, c'était pour revenir, pour décrire un peu plus ma notion. Après, pour ce qui est de la disparition, de l'adaptation avec le temps, je ne sais pas. Oui, c'est un risque. Alors, on peut considérer quand même que ça, c'est engrammé au plus profond de notre cerveau. C'est-à-dire que ces réflexes primaires de base sont gérés majoritairement par le tronc cérébral et cette zone-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on a à la base du cou et de la boîte crânienne. C'est vraiment le cerveau, ce qu'on appelait anciennement le cerveau reptilien, en fait. Et du coup, c'est vraiment le cerveau primaire que ont tous les animaux qui gèrent les réflexes de base, c'est-à-dire la survie, la reproduction, la protection, enfin vraiment, et pour l'instant, c'est quand même encore bien engrammé. Et si on regarde bien au quotidien, on fonctionne encore comme les hommes des cavernes, c'est-à-dire que quand tu as un job et que tu as un système de stress qui se met en marche, qu'est-ce qui se passe? Augmentation du rythme cardiaque, sudation potentielle, augmentation du tonus postural, sécrétion de cortisone et d'adrénaline. En gros, tu es prêt à te battre. Alors, normalement, tu vas pas casser la gueule à ton chef, mais tu es prêt à te battre. Ton corps, il réagit pareil qu'à l'époque préhistorique. Et le versant peut-être négatif de tout ça, c'est que justement, comme il n'y a pas échange, il n'y a pas bagarre, la plupart du temps, alors sur le plan social, c'est une bonne nouvelle, mais sur le plan physique, ça l'est moins, jamais ou plus difficilement, le niveau redescend. C'est-à-dire que ton système, tu es prêt à accélérer, tu as le frein à main, tu es prêt à enlever le frein de la main de la voiture pour boum, partir, mais jamais tu l'enlèves le frein en fait, parce que tu te contiens. Et du coup, c'est plus sournois et le stress dure plus longtemps. Et il te ronge et il t'attaque. Et c'est comme ça aussi que du coup, indirectement, tu te retrouves avec des gens qui sont ou stressés ou qui vont petit à petit vers le burn-out quand ce genre de situation augmente trop souvent. Quelque part, ça impacte ta survie. C'est aussi de la survie, mais d'une manière différente. C'est plus l'animal qui t'attaque, mais tu fonctionnes encore comme à l'état primaire avec ce stress, cette augmentation de pulsation cardiaque. Et c'est régi par des émotions. En gros, en permanence, ton cerveau, quand il reçoit une information, il se dit, est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Il y a quelqu'un qui me parle. En fonction du ton, tu vas bien aimer ce qu'il te dit ou tu vas pas aimer ce qu'il te dit. Et c'est en permanence, c'est les émotions. Et on fonctionne encore une fois à l'état primaire parce que l'émotion, c'est instantané. Ça te permet de réagir tout de suite. Alors que la réflexion, le cortex qui est venu après, donc dans l'évolution, ça demande quelques secondes. Si tu regardes bien, si quelqu'un lève la main sur toi, ta première réaction, c'est de te protéger. Puis après, tu vas voir que c'est un ami et tu diras, il a voulu me faire peur. Oui, mais s'il n'avait pas voulu te faire peur, s'il avait vraiment voulu te taper, ça aurait le mérite de te protéger d'office. Ça, c'est l'émotion. Tu as eu peur. C'est instantané. C'est géré par le tronc cérébral. Et donc, du coup, tu fonctionnes encore comme la survie. C'est ça, tout ce système de survie qui est mis en place au quotidien. Et du coup, est-ce que dans l'avenir, ça va être amené à disparaître? Je n'ai pas la réponse. Très honnêtement, j'espère pas. Parce que ça veut dire que si demain, pour rejoindre un petit peu ce que propose la loi de l'Hormèse, ça veut donc dire que si jamais demain, ça venait à changer et qu'il y avait d'un seul coup le contexte, enfin, si les gens ne venaient à plus avoir ce système de survie et que le contexte devient d'un seul coup moins favorable, ça va être la merdouille quand même, parce que sur le plan d'adaptation, seuls perdureront ceux qui auront encore peut-être des résidus de survie primaire. Et tous les autres, ils disparaîtront parce qu'ils n'auront plus cette compétence de s'adapter dans un environnement difficile, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait.
Mais si tu veux, bon, peut-être que toi, tu évolues plus dans un domaine avec des gens qui sont entraînés. Mais moi, à titre personnel, je travaille avec, tout type de personnes. Les gens avec qui je travaille, il y a des gens, qui sont vraiment déconditionnés, qui sont, enfin, je vais prendre une anecdote. J'habitais à l'île de la Réunion pendant quelques années. J'ai une amie dont le père a une maladie nerveuse. Il a perdu, enfin, il a de la spasmophilie, une raideur, musculaire à cause du système nerveux qui fait qu'il ne peut plus utiliser ses jambes, donc il est en fauteuil roulant. L'île de la Réunion est un volcan et donc on a voulu lui faire la surprise de l'emmener au centre du volcan. C'est ce qu'on appelle des cirques. Ça a demandé une organisation, c'était incroyable. On était une Ouais. vingtaine de personnes. On a ce qu'on appelle une goélette, c'est un fauteuil roulant avec une roue et puis porté comme un roi avec des espèces de bâtons. Et donc on se relaie parce que c'est un dénivelé, un relief qui est incroyable. Je crois que c'était 800 mètres de dénivelé sur quasiment 15 kilomètres. Et on a fait ça une journée et puis on a dû faire le retour le lendemain. Et là, j'ai vu, moi, l'énergie que ça demande de maintenir dans un groupe quand on doit se déplacer, quand on est nomade, une personne qui n'est pas capable de bouger par elle-même. Mm. Une personne qui n'a pas de capacité physique lui permettant de se déplacer, primaire, de gérer son équilibre, de gérer la marche, etc. Sans parler même de subvenir à ses besoins comme manger, chasser, etc. J'ai constaté à quel point c'était difficile et combien d'énergie ça demandait collectivement pour une personne. Et aujourd'hui, on est quand même, pour beaucoup, déconditionnés. On vit dans une société qui nous permet de vivre de cette manière-là. Est-ce que c'est positif ou négatif? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais force est de constater que parce qu'on n'a plus les contraintes qu'on avait avant, une plus grande proportion de la population perd les capacités dont elle n'a plus besoin. Et donc naturellement, si cette société nous apporte du confort, qu'on a qu'on n'est plus confronté à des difficultés qui forcent à l'adaptation, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que les gens le perdent déjà, en fait, ces capacités physiques. Peut-être pas le système de survie derrière, mais les capacités en bout de chaîne, ils les perdent. Et je me pose cette question, est-ce que le confort, au final, c'est la loi de l'Hormèse, est-ce que le confort, au final, est quelque chose de salvateur, ou plutôt négatif dans nos capacités physiques et intellectuelles? On peut prendre l'exemple de je suis trop assis sur le canapé, j'ai du mal à me lever maintenant, mais aussi l'exemple de j'ai mon smartphone dans la main, une partie de mon cerveau est dans mon smartphone. Je ne fais plus Mm. de calcul mental parce que mon téléphone le fait. Je ne retiens plus les numéros de téléphone parce que mon téléphone le fait. Je ne communique plus dans la vraie vie parce que je peux le faire par téléphone. Et on perd ces capacités-là. Et c'est une réflexion que j'ai et que je me pose. Est-ce que, en allant dans cette direction-là, on ne va pas perdre ces choses dont on n'a plus besoin, puisque l'évolution, et tu le sais, c'est le tri. Si tu l'utilises pas, on va le perdre et on va renforcer ce qui fonctionne. Si aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est de faire de l'argent sur internet, ça me permet d'accéder à de la nourriture de qualité, et cetera. Est-ce que ça va pas faire le tri et on va pas se diriger vers ce genre d'évolution-là? Ah, c'est possible. Pour revenir à l'histoire que tu racontes, effectivement, après, quand on regarde les groupes passés, il y avait deux genres de tribus. Il y avait les tribus dans lesquelles, quand il y avait un individu qui était malade, et comme encore aujourd'hui dans le règne animal, la plupart du temps, l'individu faible ou l'animal faible est sacrifié au profit du groupe. C'est-à-dire qu'il risque de mettre, c'est un zèbre malade ou blessé, il est abandonné par le reste du groupe parce qu'il fragilise le groupe. Donc ça, c'était une tribu. Puis tu avais d'autres tribus qui, au contraire, des études récentes l'ont montré, avaient tendance à mettre en place tout un système, effectivement, pour préserver les individus qui avaient été blessés ou amputés. Ils avaient retrouvé des résidus de squelette de quelqu'un qui avait eu une jambe coupée, mais pourtant, c'était arrivé jeune. Il avait calculé, je pense, en fonction du cartilage de conjugaison, etc. Et ils avaient constaté qu'il avait vécu longtemps. Et s'était dit, à l'époque, c'était pas possible qu'il ait survécu tout seul. Donc, tu avais deux types de groupes. Tu avais le groupe qui faisait effort, comme tu disais, de mettre en place une stratégie pour faire survivre la personne blessée ou diminuée. Et puis l'autre groupe, et encore aujourd'hui dans l'espèce animale, les mammifères, pas primaires, mais les mammifères classiques, où là, eux, ils vont pas prendre le risque de sauver le zèbre qui est à moitié blessé, tant pis. Pendant qu'il se fait bouffer, les autres ont le temps de s'en aller au moins. Mais il n'empêche que, moi je pense, et effectivement tu as raison, on est en train, il y a certaines choses qui se mettent en place, et que si on continue à évoluer au gré du siècle, bah c'est pareil, comme tu le dis très bien, on aura un pouce, un index énorme pour pouvoir cliquer sur la souris, peut-être un pouce énorme pour pouvoir envoyer, des gros yeux pour regarder les écrans, etc. Et des petites jambes, voire plus de jambes du tout, pour rester assis sur le canapé. Ça c'est le risque. Bon, c'est pas pour la prochaine génération, mais c'est le risque qui C'est se sûr. passe. Mais peut-être que si d'un autre côté, d'un seul coup, les contextes
où les conditions redeviennent brutales, bah, il se passera deux choses. Soit l'espèce humaine, le genre humain va disparaître complètement, soit certains vont réussir à s'adapter peut-être un peu plus vite que d'autres, et du coup, vont retourner vers ce versant, pas homme des cavernes, mais ce versant primaire où la survie refait sens, en fait. C'est les deux options. C'est-à-dire, soit ça disparaîtra, comme par le passé, les espèces animales qui n'ont pas réussi à s'adapter au changement climatique, au bouleversement, elles ont disparu. Et puis celles qui ont réussi à s'adapter et à survivre, eh ben, ça a muté, notamment chez les insectes. On a vu qu'ils avaient été capables de s'adapter en fonction des degrés de l'air glaciaire, etc. Eh ben, peut-être que l'humain, il se passera ça. Ça, on le saura, enfin, si on doit le savoir, que le jour où ça arrivera, il y en a peut-être qui auront au fond d'eux, et donc le cerveau sera obligé de se remettre en mode survie. Tout comme quand tu es confronté à un contexte de... par exemple, on parlait de rééducation là tout à l'heure. Si tu as des patients sportifs qui sont confrontés, qui n'a jamais été blessé sérieusement, d'un seul coup, il y a une grosse blessure, c'est dur de se remettre d'une grosse blessure, d'une rééducation. Donc là, il est confronté à une difficulté. Et on voit bien dans les systèmes éducatifs, tu vois dès le départ, il y en a, ils arrivent mentalement, ça va être dur. Ça va être dur parce qu'ils n'ont pas le... Alors, ils vont essayer de se rééduquer, mais c'est compliqué. Tu vois déjà qu'en fait, ça va être dur dès le départ. Et puis, tu en as d'autres où, au contraire, ils arrivent, alors, ils ne sont pas encore guéris, mais tu vois que déjà dans leur tête, ces modes, ils ont changé le prisme, en fait. Ils ont compris que... Et ça, on ne le sait qu'au moment où on y est confronté, en fait. C'est comme les gens qui te disent en situation de danger, moi, je ferai comme ci ou moi, je ferai comme ça. Ou moi, je m'entraîne 3 ans dans une salle de combat, et puis le jour où je serai agressé dans la rue, je fais comme ça. Non, ça, c'est pas vrai. Tu le sauras uniquement le jour où tu vas t'amener à te taper dans la rue, comment tu vas réagir. Et tu risques d'avoir des surprises. Donc, du coup, c'est comme ça dans tout. C'est un système où on aura la réponse que quand on y sera confronté, si on y est confronté un jour. Mais oui, c'est un risque, ce que tu décris, ouais, tout à fait. Et Ok. les sociétés fortes font des individus faibles et les contextes difficiles font des individus forts. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça risque de disparaître complètement? Ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on était dans un contexte assez facile et que ça se Oui, 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 bien complexifie de sûr. plus en plus. Merci Ah, beaucoup non. Mathieu pour toutes ces réponses, toutes ces Écoute, je t'en prie. réflexions. Je finis toujours par des petites questions de fin qui sont, un peu différentes. La première, c'est est-ce que tu as une œuvre à recommander? Alors ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être sur le thème qu'on a abordé aujourd'hui, ça peut être quelque chose qui t'a particulièrement touché, que tu veux partager, peu importe, mais une œuvre à nous partager. Alors, attends, je réfléchis parce c'est ça la société. Il y a tellement de choix que je sais plus lequel choisir. C'est ça le truc. À l'époque, il y avait un bouquin, c'était la Bible, et c'était fini. Bon, si tu veux regarder la Bible, il y a pas de problème. C'est une blague, mais j'ai pas de problème avec ça. Non, La Bible de la préparation physique. voilà, ouais. Non, alors pour rester peut-être dans le prisme de l'évolution et du genre humain, il y a un bouquin qui s'appelle Anatomie impertinente, qui a été écrit par Jacques Froment de mémoire, qui est passionnant en fait et qui explique un petit peu, donc Anatomie impertinente, qui explique un petit peu les vestiges de la structure humaine, ce que c'était par le passé et comment ça a évolué sur toute l'histoire de l'évolution du genre vivant en fait, donc de la plante en passant par le côté reptilien. Et voilà, donc on t'explique que en gros, il a une explication, un descriptif sur chacune des segments ou des parties corporelles et il te dit comment ça a évolué au gré du temps et à quoi ça servait. Donc on voit clairement que chacune des zones corporelles avait une fonction dédiée. Voilà. Et il y a juste une partie dont on n'a pas l'explication encore, on n'a que des hypothèses. C'est sur le clitoris féminin, où là, pour le coup, il n'a pas la réponse absolue. Mais pour le reste, voilà, c'est une petite parenthèse, mais pour le reste, il a l'explication très pertinente surtout, et c'est prouvé scientifiquement. Je crois que c'est le OK, directeur du muséum, je ne vais pas dire de bêtises, mais du Muséum national de Paris, où il l'a été. Mais en tout cas, c'est fascinant. Pour ceux que ça intéresse, anatomie impertinente. ça a l'air très intéressant, je vais aller, creuser ça. La deuxième question, c'est, est-ce que tu as un challenge ou quelque chose que tu recommandes aux auditrices et aux auditeurs de mettre en place? Il faut que ça puisse se faire dans un délai de 2 semaines. Ça ne veut pas dire que c'est une durée de 2 semaines, hein, mais il faut Ouais. qu'ils soient capables, si c'est un événement, une journée, il faut qu'ils soient capables de mettre en place dans 2 semaines. Puisque toutes les 2 semaines, il y aura un épisode qui va sortir. Ok. Ça peut être tout, ça peut être un mouvement, une manière de voir, de penser, ça peut être. N'importe quoi, tout. Hmm, On a eu faire 50 tombes par jour pendant 15 jours. On a vraiment eu des choses complètement différentes. Moi, je vais au-delà du mouvement, je vais peut-être travailler sur l'intention en fait. Donc, je vais plutôt peut-être donner une consigne aux gens, c'est considérer chaque levée comme une chance d'aller chercher justement peut-être ce qui vous passionne.
Et on a parlé au début du podcast, quand on aime quelque chose, on a plutôt tendance en général à être bon, ou tout du moins à être la meilleure version de soi-même dans ce domaine. Et plus on retire du plaisir, parce que finalement, la vie, c'est un peu ça, c'est essayer d'occuper son temps en faisant des choses qui nous passionnent. Et tant qu'à faire, essayer d'apporter quelque chose à son niveau, avec humilité, mais au groupe, ou tout du moins à essayer de le faire. Et en essayant de se lever, de faire quelque chose qui nous plaît chaque jour, à chacun à son échelle, forcément, ça ne peut que être bénéfique à la fois pour soi et à la fois pour les autres. Alors, si c'est dans le sport, très bien. Si c'est dans le domaine de l'art, c'est très bien aussi. C'est du mouvement, peindre, dessiner, écrire, ça produit de l'énergie, de l'émotion, etc. Voilà, c'est peut-être ce que je dirais, parce que je pense que tu vas avoir beaucoup de retours sur les pompes, faites 10 squats, du gainage. Bon, on va essayer de sortir un petit peu de tout ça, mais même si je suis d'accord avec ça, plutôt l'intention, parce que l'intention conditionne le mouvement, en fait. Donc, le passage à l'action. Donc, l'intention dictera, voilà, passer à l'action. Voilà. Sinon, on peut brainstormer des années, il ne se passera rien. Il faut trancher. Exactement. Et la dernière question, c'est, puisque comme je t'ai expliqué, j'avais mes inspirations et par exemple, je t'ai découvert, par le biais d'une de mes inspirations. Ouais. Je demande à la fin de chaque podcast, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaites recommander et que tu juges pertinente pour la suite de cette Dans expérience? le domaine du sport ou du... C'est Dans ça? un domaine qui t'est libre. Alors l'idée, encore une fois, c'est de développer des connaissances qui seront pertinentes pour être acteur de son propre bien-être. Et par exemple, ce que tu viens d'évoquer, l'intention, c'est quelque chose qui est essentiel. Et si tu as quelqu'un qui est dans ce cadre-là, travaille sur l'intention, etc., c'est une piste. Voilà, tu es libre de choisir. Oh là là, je ne m'attendais pas à ça. Je suis obligé de répondre maintenant. Il faut que je... Et ouais, je t'as vais la dire, pression. j'ai la On dit pression. souvent c'est les joies du direct. On n'est pas en direct, mais Mais c'est encore ça, c'est trop de choix. Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont se vexer? C'est difficile à dire. Donc, quelqu'un que tu pourrais solliciter en podcast, il y a à la fois tellement de monde. J'essaie de voir des gens qui ont une vision un peu particulière, peut-être sans forcément que tout le monde soit d'accord, mais qui vont peut-être amener à réfléchir, qui ne voient pas les choses comme les autres. C'est une très bonne question, ça. Je suis désolé, je suis un peu long, je cherche. il n'y a pas de souci, prends ton temps. Ce ne sera pas coupé au montage. Ouais. Vous pouvez aller manger si vous voulez boire un coup. Attends, je réfléchis. Parce que j'ai donc, tu vois, tu as parlé de Rudy, c'est quelqu'un que moi j'avais rencontré, que j'avais beaucoup apprécié. Donc, s'il n'était pas déjà passé dans ton podcast, c'est quelqu'un que j'aurais pu recommander. Je réfléchis. Je suis désolé, c'est long, mais parce qu'en fait, ça peut être dans un sport en particulier. Ça peut être dans un sport. Il n'y a pas non plus nécessité que ce soit quelqu'un qui est une autorité publique, hein. Ça peut être quelqu'un qui t'a inspiré dans ton parcours professionnel, un thérapeute ou un confrère avec qui tu as pu avoir des échanges qui sont enrichissants, etc. Ça peut être vraiment, c'est très ouvert. D'accord. Je dirais, alors je ne sais pas s'il est... Je pense à quelqu'un, là, alors, c'est un jeune entraîneur, c'est un entraîneur de football. Alors, il faut aimer le foot, mais il pourra peut-être te parler un petit peu d'autres choses aussi, qui s'appelle Alexandre Lafitte. Donc, Lafitte, L-A-F-I-T-E. Actuellement, entraîneur de football professionnel, il a 26 ans. Il entraîne actuellement un gros club en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, qui vient d'ailleurs de gagner la Côte d'Ivoire vient d'ailleurs de gagner la CAN. Ça pourrait être intéressant d'avoir sa vision parce que c'est un garçon que moi j'ai appris à connaître il y a 3-4 ans, avec qui j'échange souvent, qui est très très intéressant. J'aime beaucoup discuter avec lui, bien qu'on ait un grand écart d'âge, dans le sens où moi j'ai quasiment presque un peu moins de 20 ans de plus que lui. Mais peu importe l'âge, la qualité n'attend pas l'âge. C'est vraiment un garçon très enrichissant, qui a une vision qui percute vite et qui a une vision très, très claire de là où il veut aller. Il a mis en place toute une méthodologie d'entraînement, etc. Mais il a une vision globale même sur la vie en général. Et ça pourrait être intéressant de... Voilà, je sais pas du tout, j'en ai pas parlé parce que je ne savais pas s'il serait intéressé par ça ou pas pour discuter avec toi sur le sujet. Je lui enverrai peut-être un petit message en lui disant que je l'ai nommé quand même. Ouais. Il est retourné à Abidjan là, parce qu'ils vont finir le championnat.
C'est vraiment un garçon très intelligent. Il s'appelle Alexandre Lafitte. Il a 26-27 ans. Et ça pourra peut-être apporter. Il travaille aussi, alors pas que, mais il utilise aussi dans le prisme du football les préférences motrices, mais il travaille sur plein d'autres domaines. Et il pourra peut-être expliquer un petit peu du coup. Là, il a eu un groupe à sa charge. Il est arrivé en cours de saison l'année dernière. Il a dû connaître un nouveau pays, un nouveau président, des nouveaux joueurs. Le club était au plus bas. Enfin, tout un tas de stress potentiel. Donc, tu pourras discuter éventuellement comment il a géré. Tu te poseras les questions que tu voudras, mais l'aspect mental a été déterminant à la fois pour lui, puis également pour la compréhension de ses joueurs, parce qu'il a eu très peu de temps. Et du coup, il a dû mettre en place tout un tas de choses dont on a, lui et moi, beaucoup discuté. Et ça pourrait être intéressant, je pense, à Ça a voir. l'air d'être extrêmement intéressant de voir justement dans cette situation de stress comment il a réussi à faire émerger quelque chose de Ouais, positif il avait et qui très peu de fonctionne. temps. Donc, c'est vrai qu'il a fallu qu'il s'adapte très vite pour le coup. Ok, merci pour cette recommandation. N'hésite pas à lui envoyer un message. Ouais, je vais le faire après. Ouais. Voilà. Ouais, je vais le Et faire puis, après. c'est le moment de vous remercier à tous et à toutes les auditeurs et auditrices. Merci d'avoir écouté le podcast ou regardé le podcast jusqu'ici. Et je vous laisse Mathieu vous dire au revoir. Écoutez, merci à toutes et tous. Si vous avez tenu jusque-là, c'est que ça vous a intéressé. Et écoutez, c'était un plaisir d'échanger sur des sujets qui me passionnent et puis un peu différemment de ce qui m'avait été proposé d'habitude. Donc, je te remercie, Melvin, d'avoir abordé les choses comme ça, avoir une vision un peu plus générale, un peu moins axée entraînement, même si bien sûr c'est intéressant. Et c'était très sympa, très riche. Ça a stimulé ça m'a beaucoup nourri nos échanges. Donc, merci à toi pour ton invitation et merci à toutes et tous pour votre écoute. Pareillement. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir poursuivi votre écoute jusqu'ici. J'espère que les sujets d'aujourd'hui vous ont touché et ont inspiré des questions et réflexions. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez aider la connaissance à faire son chemin en partageant sur les réseaux bien sûr, mais aussi simplement en parlant autour de vous. C'était Melvin sur Connaissance Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée.